Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. Je souhaitais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce podcast voit le jour. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Mon témoignage fera d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Caroline a 34 ans et souffre d'endométriose depuis ses premiers cycles menstruels. C'est une maladie qui est de mieux en mieux connue et reconnue, notamment grâce à la prise de parole de personnalités publiques qui ont parlé ouvertement de leur maladie, de ses symptômes et des conséquences que cela avait sur leur vie de femme, mais aussi de couple. Souvent tabou, l'endométriose est une maladie qui met à mal l'intimité des femmes. Parler de nos règles avec son lot de douleurs n'est pas toujours facile et peut même mettre mal à l'aise tant ce sujet est intime. Les règles sont encore aujourd'hui trop tabous, parfois jugées sales ou honteuses. Éduquons nos enfants pour que les mentalités changent et que la parole continue de se libérer afin que chaque jeune fille se sente légitime à en parler et à dire si cette période est douloureuse pour elle. Caroline nous livre un témoignage rempli d'un espoir immense pour tous les couples qui aujourd'hui pensent ne peut-être jamais devenir parents. Elle vous parlera de la naprotechnologie, qui est une approche qui a changé sa vie et qui l'a aidée dans sa pathologie, mais aussi très probablement à maintenir sa 4e grossesse. Je vous laisse découvrir son parcours semé d'embûches, mais où sa persévérance, sa confiance en son corps et sa positivité lui ont permis d'accéder à son plus grand rêve, celui de devenir mère. Bonjour Caroline. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. Alors, nous, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années, puisqu'on était collègues, donc pas au quotidien, mais on était collègues interrégions dans la même entreprise, et donc on se retrouvait lors de grandes réunions et de réunions plus ponctuelles, et on a assez vite accroché. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, même si on est des personnes très différentes malgré tout, et on s'est rendu compte notamment qu'on partageait une histoire avec beaucoup de douleur. Et c'est des choses qui nous ont aussi rapprochés par la suite, aussi dans nos parcours personnels. Donc merci beaucoup d'accepter de témoigner aujourd'hui à mon micro et de raconter ton histoire qui, je l'espère, vont aider beaucoup les femmes qui sont elles aussi touchées par l'endométriose.
Je vais te laisser nous présenter un petit peu ta maladie et nous dire en quoi elle consiste. Donc l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire qui touche essentiellement les femmes en âge de procréer, qui est définie vraiment par la présence de tissus de l'endomètre en dehors de l'endomètre, donc à des places totalement anormales. Et c'est un tissu qui est prévu pour évoluer notamment en fonction des cycles hormonaux, et donc de saigner notamment pendant les règles. Donc peu importe son emplacement, il va saigner là où il est situé, donc par exemple dans l'abdomen, ça peut être sur les ovaires, la vessie, les intestins, ça peut aller jusqu'au poumon, cerveau, dans des formes vraiment assez exceptionnelles, et du coup engendrer pas mal de conséquences assez compliquées pour les personnes malades de l'endométriose. Quels sont les symptômes principaux de la maladie ? Alors, le gros symptôme qui est vraiment principal et le plus visible, c'est la douleur. La douleur intense, diffuse et vraiment très variable d'une femme à l'autre, très variable aussi d'un jour à l'autre, et une douleur qui ne passe pas avec les traitements, même avec des anti-inflammatoires ou des antalgiques de palier 2, 3, enfin des antalgiques forts en tout cas, qui est assez résistante et vraiment diffuse, j'allais dire, parce qu'effectivement les symptômes sont pas localisés que à l'abdomen le plus souvent. Et beaucoup d'autres symptômes, du coup, on va y revenir. On y reviendra après, d'accord. Du coup, toi, si tu devais resituer un petit peu le commencement de ta maladie et puis du début finalement de ton errance, parce que ça va prendre un certain temps avant que tu puisses mettre un mot sur ce que tu vivais au quotidien, tu resituerais ça quand ? Alors ça a commencé très tôt, j'ai été réglée, j'étais jeune, j'avais 10 ans et demi. Et dès le départ, en fait, mes premiers souvenirs, c'était des règles qui étaient assez abondantes et douleurs tout de suite. Maintenant, c'est difficile de comparer parce que pour moi, c'était une première et impossible de savoir ce qu'une autre femme peut ressentir ou une jeune fille déjà. Donc c'était ma norme, mais vraiment dès le départ, c'était douloureux et sanglant. Je me souviens que quand ma maman m'a vraiment confirmé que ça revenait tous les mois, voire un peu plus souvent, j'étais déprimée en disant mais je vais jamais tenir. Ensuite, alors les douleurs étaient pas aussi intenses dès le début, mais sont allées crescendo rapidement, parce que je me souviens qu'au collège et au lycée, j'allais très souvent à l'infirmerie en fait, pour mes douleurs, tellement j'avais du mal à rester assise, à suivre les cours, tellement j'avais mal, quoi. Et tout de suite, t'avais que le symptôme de la douleur, ou c'était aussi des règles très abondantes, hémorragiques, ou ça c'est arrivé après ? Si, je saignais déjà beaucoup. Je me souviens que c'était compliqué d'un point de vue très pratique pour une jeune fille, surtout quand on est dans une période où on n'est pas toujours bien dans ses pompes au collège-lycée, de devoir mettre plusieurs protections tout simplement pour être à peu près sereine, de déjà faire attention aux vêtements que je portais, pour limiter la gêne et l'inconfort, on va dire. Et tu gardais tout ça pour toi, ou dès le début, t'as pu nommer que c'était quand même très douloureux pour toi ? Au départ, j'avais aucun moyen de comparer, en fait, de me rendre compte si c'était normal ou pas. J'avais la chance par contre d'avoir une maman infirmière et très à l'écoute, donc quand elle a quand même vu que mes douleurs étaient particulièrement intenses, elle a... Enfin vraiment, il y a vraiment, j'ai le souvenir, j'ai une image vraiment précise, ou alors je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais au collège, j'étais pas très vieille quand même. Je me revois vraiment allongée en position fétale par terre sur le sol de ma chambre, à pleurer, plus savoir quoi faire, enfin à ne plus supporter cette douleur en fait, à s'enrouler par terre. Ma mère, là, vraiment, je crois que c'est là qu'elle s'est dit « Waouh, il faut faire quelque chose ». Et à ce moment-là, effectivement, on allait voir le médecin traitant déjà dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ce médecin traitant ? Alors, j'avais la chance d'être quand même sur un médecin traitant humain, à l'écoute, qui me connaissait, qui a cru déjà en ma douleur, parce qu'en fait, c'est déjà énorme. Bon, après, elle m'a dit, voilà, des filles qui ont mal à leurs règles, c'est pas rare, c'est pas forcément grave ou signe d'une maladie, mais effectivement, on va mettre des antalgiques vu a priori le niveau de douleur que tu as. Et donc, j'avais commencé avec du diantalgique qui n'existe plus et un anti-inflammatoire classique qui ne suffisait pas en fait. Donc, petit à petit, à force de la voir, enfin de consulter ce médecin, on a augmenté petit à petit les traitements pour essayer de supporter au mieux ces douleurs. Ça a été d'une petite aide, mais pas suffisant. Donc ensuite, elle a dit, moi, c'est quand même bizarre. Enfin, tu souffres énormément, t'as beaucoup d'hémorragie, ça a l'air vraiment très pénible. Donc on a fait plusieurs fois des échographies, à des moments où j'en pouvais plus. En fait, à chaque fois, il y a eu des échographies abdominales, toutes simples, hein, où le résultat était toujours un petit peu partagé. C'est-à-dire qu'on me disait, bah en fait, il y a du liquide dans le péritoine. Donc le péritoine, c'est la poche qui contient toutes les viscères dans l'abdomen. Et on voit des taches sur... alors je crois que c'était sur les ovaires à ce moment-là. Et pour les échographes, à chaque fois, c'était bon, bah vous avez des kystes pour une jeune fille, c'est classique. C'est sûrement un kyste qui a rompu, d'où le liquide dans le péritoine. Et à chaque fois, c'était ça, bon, bah il n'y a rien à faire.
Et on me renvoyait chez moi, en fait, limite, je me disais, bon, bah, en fait, je suis trop douillette, qu'est-ce que je me suis mis dans la tête, et pourtant, j'avais mal, enfin, ça devenait vraiment de pire en pire. Tu comparais avec des amis, parce que à 10 ans, j'imagine que tu as été la première et une des seules à avoir tes règles, mais en grandissant, tes amies t'ont peut-être rejointe, et est-ce que tu échangeais avec elles pour comparer un petit peu votre ressenti et peut-être votre niveau de douleur? Alors, pas tant que ça, en fait, je pense que j'étais un peu gênée, que ça faisait... J'avais pas mal de pudeur, je pense, une gêne aussi de savoir que... enfin, voilà, que c'était... que ces règles, finalement, qui devaient être normales, prenaient tant de place. Je me disais qu'en fait, je serais peut-être jugée, qu'en fait, bah, il fallait peut-être serrer les dents, au final, si on dit que les filles peuvent avoir mal au ventre pendant les règles, bon ben, ok, je suis peut-être trop douillette, mais c'était costaud quand même. Je me disais juste que j'étais étonnée que mes copines, parfois qui avaient leurs règles, puissent quand même aller dans la mer l'été, jouer, nager dans la mer, ou aller à la piscine quand on avait des sorties piscine. Pour moi, c'était totalement incompatible avec mes cycles, en fait. Je savais même pas comment elles pouvaient faire. Donc ça, c'était juste ça. C'était ça te surprenait, mais tu te disais pas qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal à ce moment-là. Alors je me disais quand même, c'est pas très juste, elles ont pas l'air d'avoir mal. Je savais que en fait, elles avaient pas mal, ou vraiment c'était a priori bien moins que moi. Mais après, la douleur, voilà, c'est tellement personnel que on peut pas vraiment comparer. J'avais quand même le sentiment que c'était plus facile pour elle que pour moi, mais j'ai pas le souvenir de m'être étalée et penchée là-dessus. J'ai mis du temps, je pense, à parler de cette intimité, hormis avec ma maman, par contre, ça, sans tabou, hyper facilement. D'accord. Et donc, avec tes échographies comme ça, un petit peu partagées, qu'est-ce que tu en fais pendant... Alors, en fait, pas grand-chose. Ma maman était démunie aussi, la pauvre, elle essayait, elle m'écoutait, elle me croyait, ce qui était énorme par rapport à d'autres jeunes filles, en fait. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, ben, c'était sans suite. Donc j'ai eu la chance quand même d'avoir des traitements pour la douleur, pour limiter l'inflammation aussi. Je suis allée voir quand même, déjà j'ai commencé, il me semble, à avoir des kinés. Une kiné à ce moment-là, alors c'était pour mon pied parce que j'avais un problème qui avait rien à voir, et qui m'avait dit, mais attends, si t'as mal comme ça, il faut peut-être mettre du froid sur ton abdomen, parce que finalement les règles c'est une forme d'inflammation. Donc c'est la première à m'avoir donné une piste d'inflammation et de mettre du froid. J'ai essayé un petit peu et c'était plutôt mieux que moins bien, mais ça s'arrête là. On va dire que j'avais pas de prise en charge particulière, pas de recherche de diagnostic. En fait, finalement, les échographistes, c'était bon, ben, point barre, il y a des kystes, il faut serrer les dents, il y a rien à faire, il faudra peut-être opérer s'il y en a plein, mais beaucoup de jeunes filles ont des kystes qui éclatent, point barre. Ça s'arrêtait là. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis pas trop penchée à ce moment-là et bon, bah, arrête de te plaindre, avance, c'est comme ça, quoi. Oui, un peu une fatalité. Je vais devoir apprendre à vivre avec ces cycles qui me malmènent chaque mois. Ouais, moi j'avais déjà l'angoisse du cycle d'après, j'étais pas très sereine à l'idée d'avoir, surtout que j'avais déjà des cycles plutôt courts, je crois, dans ma mémoire, et de me dire, bon bah en fait, il y a non-lieu, en fait, je dois juste avancer, et peut-être que je suis trop chochotte finalement. Oui, tu reportes beaucoup ça sur ton ressenti qui peut-être n'était pas finalement le bon ou qui était trop haut. Donc finalement une forme de culpabilité aussi sur ce que tu pouvais ressentir et vivre. On peut dire ça, je pense. Oui, je l'avais jamais dit comme ça, mais oui. Oui, en disant, bah, en fait, toutes les femmes ont toujours eu des règles, toutes les jeunes filles ont toujours eu des règles, il y en a sûrement plein qui ont mal, bon ben... C'est de ma faute si je souffre trop, c'est que je suis trop... Peut-être trop douillette. Trop douillette, ouais. Et ça dure combien de temps, ce passage, où finalement c'est un peu le néant et ta vie est rythmée par ces cycles qui t'empêchent de vivre à ces moments-là, parce que... Ah oui, ça... Alors je peux pas dire que j'ai été malheureuse et que j'ai pas vécu, mais plus ça allait, notamment plus j'allais vers les années lycée, plus c'était très handicapant déjà. Combien de temps ça dure, toute cette partie où finalement tu subis les cycles les uns après les autres, mais il n'y a rien qui vient éclairer un quelconque diagnostic? Alors du coup ça a duré tout collège, tout lycée, jusqu'à ma première année d'école d'infirmière, donc en gros 8 ans quoi, 7-8 ans à peu près. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu rentres à l'école d'infirmière? Alors grande joie parce que c'était ma vocation absolue, donc j'étais trop heureuse. Mais la maladie s'est développée puissance XXL, ça a été vraiment terrible. Et vraiment il y a eu un point de départ finalement dans le diagnostic, c'est que en fin de première année d'école d'infirmière, je me souviens d'un jour très précis. On était en amphithéâtre en cours et j'étais pliée de douleur, à en pleurer, à me tordre, à me mettre par terre. Enfin vraiment une crise très très violente, proche du malaise.
en disant là, j'avais des super copines par chance, j'avais vraiment un bon noyau, des perles avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, mais je leur ai dit écoutez, je peux plus, c'est pas possible, il faut que je sorte. Et en fait, finalement, j'ai quand même tenu tout le cours à quatre pattes, enfin vraiment, parce que ça c'est moi, consciencieuse, qui veut pas faire de bruit, qui veut se cacher, enfin qui est gênée aussi, bref. Et donc c'est à la fin du cours qu'elles m'ont aidée à sortir, parce que je pouvais même plus marcher. Je devais reprendre le train de banlieue pour rentrer chez mes parents, impossible. Alors par chance, elles m'ont accompagnée, elles m'ont portée, enfin vraiment, ça a été assez épique. On est arrivé à la gare là-bas, où j'avais encore un bus à prendre, sauf que là je pouvais plus, donc j'étais allongée par terre devant la gare dehors, et une copine qui me tenait la main, qui essayait de me rassurer tant bien que mal, et qui a appelé ma mère, parce que là vraiment c'était ingérable. Par chance, ma mère est venue, m'a emmenée aux urgences, et maman a tout de suite ciblé urgence gynéco, parce qu'elle savait très bien qu'il y avait un lien avec mes règles. Voir son propre gynéco, donc pour la petite histoire, celui qui avait accouché maman pour mon frère aîné, tout ça, donc un petit peu symbolique, mais là j'avais autre chose en tête ce jour-là. Et en fait, le gynéco pouvait même pas me toucher, en fait. Il pouvait même pas m'ausculter tellement j'étais pliée de douleur. Il m'a dit, écoutez, là, je sais pas ce qu'elle a, mais une chose est sûre, on va tout de suite la mettre sous œstroprogestatif, donc l'équivalent de pilule, pour finalement limiter les douleurs, limiter les cycles. Et donc, retour à la maison avec un arrêt maladie, le temps que ça se calme un peu. Et un œstroprogestatif. Voilà. Donc une pilule ? Ouais, l'équivalent d'une pilule. Ouais. Très étonnant comme choix, mais bon, voilà, ma mère et moi, donc elle infirmière, moi étudiante infirmière, se dit bon, on va faire confiance au médecin, on tente, de toute façon, il fallait essayer quelque chose. Donc finalement, il se basait sur la clinique de tes symptômes, mais il n'a pas fait un traitement, ce traitement-là, à la vue d'un diagnostic, parce qu'il n'a pas pu t'examiner, donc il n'a pas posé de diagnostic. Il a juste dit, les cycles sont extrêmement douloureux, on va venir squeezer, en fait, les cycles avec la pilule. C'est exactement ça. En fait, étouffer finalement peut-être ces ça. symptômes. Mettre un pansement finalement. Ouais. Et hop, zou à la maison et c'est bon quoi. Un pansement efficace ? Pas du tout. Une catastrophe. En fait, ça a été la douleur mais terrible. Les hémorragies peut-être multipliées par 2. Parce que tu continuais d'avoir tes règles même sous ce... En fait, ça n'a rien stoppé du tout. D'accord. Ça a peut-être même exagéré l'hémorragie au moins et la douleur probablement. Et j'ai eu des symptômes secondaires liés probablement aux hormones parce que j'ai vomi. En plus, j'étais contente et que j'ai eu des troubles neurologiques en fait qui ont été très surprenants. On a même cru un quart de seconde que je faisais un début d'AVC. Heureusement non. Mais en fait, j'ai fait un malaise assez impressionnant extérieurement. Je me rappelle être allongée dans mon lit, au téléphone en fait, avec un ami qui prenait des nouvelles. Et d'un seul coup, j'ai tout lâché, j'ai crié en mode « Maman !» Enfin, j'avais vraiment une douleur mais hyper violente au crâne, en plus de ma douleur au ventre. Alors suivi après d'une crise de panique parce que j'étais pas bien, donc effectivement après j'ai eu une crise de tétanie, ça on l'a compris, c'était rien à voir avec la douleur initiale, mais j'ai vraiment eu très peur tellement j'étais mal à ce moment-là. Donc repartie aux urgences, là pour le coup ambulance et compagnie, ça a été un peu plus impressionnant. Aux urgences, ils ont fait plusieurs examens, alors je sais plus de tous les examens, mais il y a sûrement eu, là pour le coup, une échographie, prise de sang, auscultation, je me souviens plus de tous les examens qui ont été faits, mais ils m'ont gardée en fait en surveillance, en observation, voilà, toute la nuit. Je pense que j'avais des antalgiques parce que je vois pas comment j'aurais tenu autrement, mais ça je me souviens plus exactement de ce qu'ils m'ont donné à ce moment-là. Et le lendemain, le gynéco est venu me voir en disant mais en fait j'étais toujours pliée de douleur, j'étais pas bien du tout. Il m'a dit en fait là je comprends pas ce que vous avez, mais vu l'état dans lequel vous êtes, c'est pas possible, vous saignez énormément, vous êtes pliée de douleur, vous tenez pas debout, vous avez fait un drôle de malaise. On va ouvrir, en fait, on va faire une chirurgie explorative, ouvrir l'abdomen, donc en cœlioscopie, mais pour voir ce qui se passe, parce que là, je sais pas ce qui se passe. Et ça, c'était 24-48 heures après, en fait. Donc, d'accord, c'est une décision très importante. Oui, ouais, pas anodine. Après, c'est vrai que j'étais tellement mal qu'en fait, j'ai envie de dire, je me laissais porter. Il fallait faire quelque chose, il fallait savoir. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, arrivé à ces symptômes-là, je me disais, mais en fait, non, là, c'est pas dans ma tête, enfin... Vraiment, il y a quelque chose et j'ai envie de savoir quoi et surtout j'en peux plus de cette douleur, il faut faire quelque chose. Donc avec ma maman, alors maman était sûrement plus inquiète que moi en tant que maman, mais voilà, il fallait faire quelque chose, allons-y quoi, allons au bloc. Donc te voilà partie. Qu'est-ce qui ressort de cette opération exploratrice ? Un diagnostic, youpi. Enfin une réponse, enfin j'ai un diagnostic, mais aussi il fallait le digérer. Donc, il te dit quoi le chirurgien quand tu te réveilles ? Voilà, il vient me voir et il me dit en fait j'ai trouvé, c'est une endométriose.
Donc je connaissais pas, j'avais pas encore étudié ça en école d'infirmière, c'était l'année suivante, la gynéco. Aucune idée de ce que c'était. Et il avait une tête d'enterrement, mais vraiment, il avait un visage... Alors c'est pas un guéluron à la base, mais alors là, vraiment, il était très très pessimiste, très sombre dans son attitude et... Très fermé. Très fermé et très inquiétant du coup pour moi, en me disant, bah écoutez, c'est l'horreur, il y en a plein, vous en avez plein dans le ventre. Donc là, il m'explique ce qu'est la maladie, avec des mots pour le coup, voilà, c'était très clair, il m'a bien expliqué. Mais il m'a dit, vous en avez plein partout, c'est une endométriose floride, pour dire qu'il y en avait partout. Et en fait, moi j'ai qu'une envie, c'est de vous arracher votre utérus. Voilà, donc ça je me suis pris une première claque dans la figure. C'est un mot extrêmement violent. Ça a été très violent, son annonce a été très violente parce que la phrase suivante c'était, en fait ce sera un miracle si un jour vous avez un bébé. Bam, vraiment je me suis pris une claque et le retour de l'autre côté. Sachant que, pour voilà, la petite histoire, moi j'ai toujours rêvé d'être maman. Je jouais à la poupée, je me projetais comme maman, c'était une évidence. Pour moi c'était très très inscrit en moi, en fait, ce désir d'enfant, cette envie de connaître la maternité, d'avoir une famille, c'était quelque chose de très ancré en moi. Voilà, donc grosse claque. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous a aussi réunis, ce désir de maternité très fort qui nous animait toutes les deux et qui nous a animé de belles conversations. Et donc du coup, ce jour-là, c'est l'effondrement pour toi. Oui, alors il y avait une part de soulagement de me dire, bon, je suis pas folle, il y a quelque chose, toutes ces années-là de souffrance, d'errance aussi finalement. Et à te dénigrer, de cacher, comme on disait finalement, tout à l'heure. voilà, c'est ça, me dénigrer, cacher mes symptômes, me dire, bon, bah voilà, serre les dents et avance. Au final, non, j'étais pas folle, il y avait bien quelque chose. C'est un petit côté de, voilà, rassurant de se dire, bon, bah en fait, des symptômes pareils, c'est quand même pas anodin, c'est pas rien. Il y a quelque chose, j'ai pas rêvé. Maintenant, bah il va falloir digérer l'info parce qu'en plus de ces phrases choc, il m'a quand même dit qu'on savait pas la soigner et qu'on allait tester des choses. Donc, de pas avoir de réponse thérapeutique, de pas avoir la certitude qu'on pourra me soulager et de me dire que je serai un peu cobaye, ben ça fait pas trop rêver quand même. Maintenant, je remercie quand même le gynéco qui finalement, malgré sa brutalité, et c'était un gynéco en plus ancien, donc finalement qui connaissait cette maladie que peu connaissaient déjà à l'époque, je me dis, bah au moins il a fait le diagnostic et il a essayé de faire quelque chose. C'est déjà pas mal. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il te propose de mettre en place, ce gynécologue ? Alors, donc après la chirurgie, en fait la chirurgie, il en a profité en même temps que le diagnostic pour faire ce qu'il appelait un nettoyage de printemps. Donc c'était quelqu'un de très poétique comme on peut le voir, avec beaucoup d'expressions, voilà. Donc comme j'expliquais, l'endométriose, les cellules de l'endomètre sont hors de l'endomètre, donc hors de l'utérus, et sont programmées pour saigner, se développer à chaque règle. Donc dans mon abdomen, finalement, j'avais plein de cellules qui avaient saigné partout, sur mes organes, beaucoup intestinaux, un peu la vessie, les ovaires, et en fait, à force de saigner, elles créaient des adhérences, donc les organes ne sont plus du tout mobiles, ils sont fixés entre eux, figés, on va dire. Les douleurs sont extrêmement liées à tout cela, parce que finalement, ça saigne n'importe où. Et puis, ces cellules vont en fait s'implanter même sur certains organes et commencer à les grignoter, à rentrer à l'intérieur. Et là, ça peut vraiment être des symptômes encore plus invalidants. Ah oui, et là, pour le coup, on touche à d'autres symptômes très compliqués à vivre, on va dire. Donc lui, il a dit qu'il avait fait le nettoyage de printemps. En gros, en de termes plus classiques de médecin, c'est qu'en fait, il a cautérisé, il a essayé de brûler, de retirer au maximum toutes ses adhérences dans l'abdomen. Donc finalement, ça a été une chirurgie très longue aussi, pour ma pauvre maman qui attendait, voilà. Et histoire de limiter finalement les symptômes dans les cycles suivants, parce qu'au final, il y aurait moins de nodules étalés partout dans l'abdomen. Ça allait probablement revenir, mais pendant un laps de temps assez incertain, tout à fait. Tu allais être soulagée du fait que tu allais avoir moins de saignements puisque moins de cellules accrochées un petit peu partout dans ton abdomen. Exactement. Alors ça, c'était la théorie. Et en fait, à cela, il a rajouté tout de suite un traitement en disant, en fait, on peut pas laisser, vu l'état, en fait, ces lésions sont très difficiles à enlever, on peut pas tout enlever. On sait qu'à chaque cycle, elles vont revenir, des nouvelles, et du coup, il m'a mis sous ménopause artificielle. Il voulait mettre ton corps au repos. Voilà, au repos. Mettre ton corps au repos. Ouais. Tout à fait. Donc j'ai eu une première injection à libération prolongée d'un produit en fait qui va complètement stopper la GnRH, donc une hormone directement au niveau de l'hypophyse, qui fait que ça stoppe carrément l'ovulation. Il n'y a pas d'ovulation possible, ça stoppe tout, donc pas d'ovulation, pas de cycle, pas de règles. Plus rien, plus de repères. Donc ils appellent ça une ménopause artificielle, avec les symptômes d'une ménopause classique, naturelle, mais version intense, XXL, j'allais dire. À 18 ans. À 18 ans, voilà. Sachant que cette injection devait durer entre 6 mois et 1 an d'effet, comme c'est à libération prolongée. Donc finalement, j'aurais pu avoir 6 mois, 1 an de tranquillité si ça fonctionnait bien.
C'est un traitement qui est pas anodin parce qu'il sert dans le cancer du sein et de la prostate également. Mais voilà, en fait, on suivait un peu naïvement, puis voilà, il fallait faire confiance à quelqu'un qui avait fait le diagnostic, on avance. J'ai eu un peu de mal avec l'idée d'avoir une ménopause artificielle, d'avoir des hormones, tout ça. Maintenant, si c'est une injection et que ça dure sur quelques temps, pourquoi pas? Alors ça, c'était bien dans la théorie. En pratique, a priori, d'un point de vue hormonal, mon corps est très résistant. C'était une anarchie pas possible, a priori, parce que en 3 mois, cette injection déjà ne faisait plus d'effet. Je me suis remise à saigner très fort, à avoir des douleurs, voilà, comme j'ai pu décrire déjà auparavant. Et le médecin dit, bon, bah ok, on fait une deuxième injection, sachant que c'est un traitement qu'on donne en dernière intention, a priori. Bon, moi je savais pas. Toi, c'était en première intention. Voilà, avec la chirurgie. Ensuite, du coup, cette deuxième injection a duré 1 mois et demi de mémoire. Bon, bah ok, 3e injection. Bam. En fait, le temps réduisait entre chaque injection. Exactement. Donc je pense que j'avais, alors ça on n'a jamais su, mais une résistance hormonale, probablement liée à l'endométriose. L'endométriose doit avoir sûrement des troubles hormonaux, mais qui sont pour l'instant pas définis, pas prouvés d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas trop d'écrit là-dessus. Ça n'est que mon impression à moi. Mon expérience en tout cas. Et du coup, bah là, en gros, tout ça, ça a mis moins d'un an après la chirurgie. En fait, il fallait refaire le point. Et je n'avais que 19 ans, à peine. J'étais pas en couple, il n'y avait pas de projet d'enfant, j'étais étudiante, jeune. Voilà, il y avait des enjeux qui n'étaient pas les mêmes que pour une femme peut-être de 30 ans, que pour une enfant de 12 ans. Enfin voilà, on était dans un moment particulier, j'avais envie d'avancer dans mes études. Ça a été compliqué du coup. Comment tu faisais avec toutes ces douleurs parce que pour avoir suivi la même formation que toi, je connais bien ce parcours. Et c'est vrai qu'on est debout toute la journée en tant qu'étudiante infirmière, puis après, bien sûr, en tant qu'infirmière. On est dans un accoutrement vêtu de blanc. Et c'est vrai que c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Mais c'est vrai que ça a toute son importance lorsqu'on vit des cycles comme tu l'as décrit et hémorragiques. Comment est-ce que tu faisais pour assurer ton poste toute la journée ? Alors, tu as très très bien ciblé un problème crucial à ce moment-là. Ma première année et début de 2e année d'école infirmière, du coup, comme c'est cette période de diagnostic et d'essai de premier traitement, ça a été vraiment dur. Je me souviens même déjà juste après ma chirurgie d'une de mes profs, parce que du coup j'ai manqué pas mal de cours, j'ai manqué 2 mois, ce qui est quand même énorme dans cette formation, dans n'importe quelle formation, mais là c'est une formation diplômante professionnelle, c'est quand même pas rien. Une prof m'avait dit, bon, de toute façon, Caroline, passez pas vos partiels, c'est pas grave, vous redoublez d'office, vous pensez à votre santé, point barre. Bon, elle savait pas à qui elle s'adressait, je crois que ça a été justement l'électrochoc en mode, c'est pas grave, je bosse à fond. Donc j'ai présenté au rattrapage finalement tous les examens que j'avais pas pu passer en étant hospitalisée ou alitée. Et par chance, avec la niaque que j'ai eue, du coup, j'ai pu tout avoir sans problème. J'ai refait un stage en décalage aussi, pareil. Enfin voilà, on a repoussé des choses quand j'étais pas en mesure de le faire. Et alors ça a été dur, j'avais énormément maigri, je me souviens de mes proches qui me disaient mais on te reconnaît pas quand j'étais... Et si, il y en a même un, j'avais demandé au médecin de me faire une autorisation exceptionnelle sur un arrêt maladie pour passer un examen. J'étais peut-être très orgueilleuse, mais je voulais pas redoubler. Il fallait pas, alors que c'était pas de ma faute si j'étais malade. Vraiment, il y avait un côté peut-être orgueilleux, mais au moins ça m'a donné ce qu'il fallait comme niaque pour au moins ne pas redoubler, passer dans l'année suivante. Et t'en avais peut-être aussi vraiment besoin pour que la maladie finalement ne t'empêche pas de continuer à avancer dans ta propre vie, qu'elle ne te prenne pas ça. Ouais, qu'elle gagne pas. Elle te prenait déjà suffisamment dans ton quotidien avec les douleurs qu'elle t'infligeait. Ouais, je me souviens. Bah du coup, je suis allée passer un partiel d'infectiologie, qui est vraiment un des plus pénibles et des plus difficiles, je trouve. Je faisais 40 kilos. J'étais blanche comme un linge. Mon père m'a emmenée, déposée, ramenée en me portant limite. Ma prof qui était là hallucinée en disant « Mais qu'est-ce que vous faites dans cet état-là ? Rentrez chez vous !» Et au final, grande joie, j'ai eu mon partiel. Ouf, c'était bon. Mais ouais, ça n'a pas été sans rien. Et je pense que finalement, c'est amusant, mais ces phrases choc du gynéco ou de ma prof, là, juste pour les cours, m'ont donné la niaque pour, au contraire, dire, bah, en fait, non, moi, j'accepte pas ça, j'y vais, quoi. Après, par contre, en stage, ça a été compliqué. Parce que la tenue blanche, clairement, quand on saigne et qu'on passe son temps à aller aux toilettes pour se changer, c'est l'horreur. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des accidents systématiques, mais vraiment, je longeais les murs et j'allais souvent aux toilettes, donc en tant que stagiaire, ça fait quand même moche, ça peut paraître... Ça peut montrer un stagiaire qui est pas du tout impliqué, qui en a rien à faire, qui fuit. Tu parlais pas de ta maladie à ce moment-là, c'était quelque chose, tu communiquais pas du tout dessus. Jamais. Non, jamais. Par contre, mes super bonnes copines de l'école d'infirmière qui étaient là quand elles m'ont vue, qui me suivaient, et là, elles savaient. Dans ma famille, très peu longtemps. Alors, bien sûr, mes parents, frères et sœurs, oui, carrément.
Des très très proches ont su, mais non, j'avais une pudeur. Ça touchait à mon intimité, parler de mes règles comme ça et de dire que c'était une maladie. Je voulais pas de jugement, je voulais pas de commentaires. C'était trop. Je pense qu'il fallait que je digère aussi moi les choses. Et puis oui, j'étais assez pudique finalement, je pense. Mais du coup, tu n'avais pas la compréhension de tes tuteurs de stage Non, personne n'a rien su. Non, ça, les gens l'ont su très tardivement. Là, il y a 2 ans, 1 an et demi. C'est vraiment... Non. Et alors, du coup, en fait, quand même, ce qui m'a aidé à continuer mes études, c'est qu'après mes injections de traitements qui faisaient une ménopause artificielle, voyant que ça ne fonctionnait pas, on a essayé d'autres traitements hormonaux par voie orale. Alors, les premiers, catastrophes. Pareil, donc à nouveau, des vomissements, des règles qui revenaient, enfin voilà. Et au final, le gynéco m'avait fait peur. Il me disait, là, c'est vraiment le dernier recours, on va essayer ça. C'est des progestatifs à haute dose en continu, qui du coup vont également stopper les cycles, vont mettre au repos et vont faire comme une grossesse finalement, l'effet d'une grossesse où on est avec une dose forte de progestatifs. C'est plus fort en dosage, c'est pas très bon, il y a plein d'effets indésirables, donc il m'avait annoncé. Donc là j'avais 19 ans en gros, c'était après tout ça. Vous allez avoir une grosse prise de poids, un gros risque de dépression, de baisse de morale, une pilosité qui peut se développer, de l'acné. Mais ça va bien se passer, madame. Donc là, j'avoue que j'ai pris ce traitement. À chaque fois que je prenais mes comprimés, j'étais en stress en me disant « Oh là là, je vais en plus ressembler à quoi après ça ?» Donc je peux pas avoir d'enfant, je souffre, et au final, pour pas souffrir, je vais ressembler à rien. Donc je disais à ma mère avec un humour un peu noir « Bon, en fait, je suis pas prête d'avoir des enfants parce que de toute façon, je serais moche. » Donc voilà, un peu dur. J'essayais de le prendre avec de l'humour, mais de toute façon, on n'avait pas le choix, on avait tout essayé, et je pouvais pas suivre mes études, travailler, tenir debout, aller en stage, tant que j'avais ces symptômes, en fait. C'était un traitement par dépit, mais parce que tu te trouvais dans une impasse. Là, j'avais plus le choix. Ouais. Alors, je me souviens, j'avais fait un stage à Aix-en-Provence. À ce moment-là, on avait le droit de faire un stage en dehors de notre lieu de formation. Et en fait, là-bas, ça a été terrible. Heureusement, je travaillais en maternité gynéco, donc j'étais au bon endroit. J'ai pu avoir échographié tout ça en urgence quand ça allait mal, réessayer des nouveaux traitements, mais c'est un gynéco qui me connaissait pas sur place. Ma tutrice de stage, qui était sage-femme à ce moment-là, a été extraordinaire et m'a emmenée tout de suite dans une pharmacie, a essayé de m'aider. Sauf que là, voilà, les traitements qui ont été essayés là-bas, c'était pas du tout ça. Et au final, le progestatif indiqué par mon gynéco traitant, on va dire, enfin officiel, je l'ai bien supporté. Contrairement à tout ce qu'on a pu me mettre dans la tête, heureusement, parce que ça m'a quand même bien épargné pendant pas mal d'années. Une fois qu'il fonctionnait, j'ai eu pendant 8-9 ans ce traitement en continu, ce qui est énorme. Ce qui m'a permis de poursuivre mes études, même de continuer au-delà, parce que j'ai fait la spécialité de puéricultrice, spécialité que tu affectionnes particulièrement, et de réussir du coup là pour le coup avec ce traitement. Au bout d'un moment, les saignements se sont stoppés. Ça a été long, mais ça y est, on a trouvé le traitement qui stoppait les saignements. Au final, ce qui est terrible dans cette maladie, c'est que le côté naturel, les règles, deviennent mon ennemi public numéro 1. C'est complètement aberrant, c'est un petit peu bizarre, mais donc plus de règles égale a priori plus de symptômes, ou en tout cas très très diminué. Donc là, c'est un renouveau un petit peu pour toi ? Ouais, ça m'a fait une bonne pause quand même. J'avais plus non plus les bouffées de chaleur, la tachycardie, l'énervement de la ménopause artificielle. J'avais plus besoin de dire aux copines « Ouvrez les fenêtres, il fait trop chaud », ça c'était bien, parce qu'on s'est bien fichu de moi aussi. Mais surtout, oui, voilà, j'ai pu poursuivre les études, j'ai pu aller au-delà, j'ai pu trouver mon premier boulot, me sentir beaucoup mieux dans mon corps, en fait, me sentir plus confiante en moi, moins douloureuse, mieux dormir. Enfin, il y avait tellement de symptômes associés. En fait, j'ai beaucoup parlé de la douleur et des hémorragies, mais il y avait d'autres petits copains qui venaient avec, c'était pas très sympa. Donc en fait, tu retrouves un petit peu une vie normale. Exactement. Une vie de jeune fille. C'est ça. Qui finit ses études, qui se lance dans la vie active. C'est ça. Qui sort. Le bonheur, en fait. Jeune pro, vraiment chouette. Donc vraiment plus de douleurs liées à ta pathologie et pas d'effets secondaires. Très peu d'effets secondaires, vraiment. Ouais. Ah ouais. Alors cette lune de miel, on sent venir la fin. Qu'est-ce qui fait que cette lune de miel s'arrête ? Alors, il y a une bonne raison à ça, c'est que j'ai rencontré à ce moment-là mon chéri, on s'est mariés, et on avait très envie tous les deux d'avoir des enfants. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à peine on commençait à se tourner autour, que j'ai eu besoin par contre de lui dire tout de suite ce que j'avais, parce que je trouvais que ça impliquait énormément un futur conjoint, un mari, que c'était pas quelque chose que je pouvais garder pour moi, et que si ça lui faisait peur, valait mieux qu'il me le dise tout de suite, avant que la souffrance du cœur, cette fois, soit trop importante. Si ça le faisait pas, voilà, je voulais pas qu'on ait une relation bien avancée, et qu'après ils se disent « Ah en fait, c'est pas pour moi, c'est trop dur ». Et en fait, déjà, j'ai eu de la chance. Quand je lui ai annoncé ma maladie, que je lui ai expliqué, tout de suite, il a eu une réaction incroyable.
il m'a dit ah bah non, mais j'ai encore plus envie de t'aimer au contraire et de te soutenir. Ah non, ça change rien, au contraire, ah non, j'ai vraiment encore plus envie de t'aimer. Donc déjà, je suis vraiment vernie. Il y en a qui auraient pu fuir, s'inquiéter, trouver ça trop dur. J'aurais pu comprendre, j'aurais souffert évidemment, mais j'aurais pu comprendre. En l'occurrence, lui qui avait pourtant très envie d'avoir des enfants, qui vient d'une famille de 4 enfants, c'est quand même une belle famille aujourd'hui. Voilà, pas de problème. Il se lançait dans l'aventure avec toi, en connaissance de cause. C'est ça, ouais, très confiant. Alors après, par contre, le petit bémol, c'est qu'il m'avait jamais vue avec des gros symptômes, parce qu'au final... qu'il t'avait connu encore pendant la période de la lune de miel. Exactement. Donc il connaissait la théorie de ce que tu lui avais raconté, c'est ça. Mais il n'avait jamais vu en pratique ce que ça impliquait et de te voir souffrir. Tout à fait. Et alors ce moment de confrontation à la réalité. Alors ce moment de confrontation venait d'une bonne chose, c'est qu'on voulait tous les deux avoir un enfant et qu'on savait que ça pourrait prendre peut-être du temps. Donc j'ai arrêté mon traitement à un moment où on se sentait que c'était juste avant les vacances d'été. À ce moment-là, comme j'avais changé de région en l'épousant, j'avais plus de boulot et c'était la bonne occasion de dire voilà, j'arrête, si c'est très dur, au moins je serai pas au travail. Mais comme quoi le travail a toujours une part importante dans nos décisions, dans mes décisions par rapport à ma santé en fait. Et ça n'a pas loupé. L'arrêt du traitement, mine de rien, pendant 8-9 ans, j'ai eu 0 cycle. À peu près, il y a eu très peu de saignements. Très peu de douleur. Du jour au lendemain, en fait, quelques jours après l'arrêt, je me suis mise à saigner, mais comme jamais je n'avais eu. Mais je me vidais, en fait, j'espère ne pas être trop crue pour les auditeurs, mais je me vidais complètement de mon sang, rouge vif, liquide. Enfin, vraiment, je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Une boucherie. Je trouve le terme violent, mais en fait, j'ai du mal à trouver autre chose. Et puis très humiliant aussi, vis-à-vis de mon mari, de me dire, bah mince, en fait, on me suit à la trace dans la maison, vraiment. Je me souviens d'avoir eu presque un cri d'horreur dans la douche en disant, au secours, en appelant mon mari, écoute, est-ce que tu peux m'apporter des serviettes ? Enfin, ça va pas du tout, oh là là, enfin vraiment, à la fois halluciner de la violence de la reprise des hémorragies, gêner aussi, me dire, là, pour le coup, ça, il l'a pas connu. Et on y est. Et c'était une première fois extrêmement violente. Et puis de se dire, en fait, on m'avait quand même dit, peut-être que le fait d'arrêter pendant quelques temps, et finalement beaucoup d'années, la maladie va complètement s'arrêter, et en fait, tu repartiras à zéro avec des règles normales, comme une femme normale, si on peut dire. Puis de maladie, c'est bon. On t'avait donné cet espoir-là. On m'avait dit que c'était possible, que c'était pas du tout une certitude, donc j'étais pas sûre du tout. J'avais même peur de l'arrêt du traitement. C'est pour dire que j'étais quand même pas confiante, mais c'était possible que la maladie ait disparu grâce à cette grande pause. Comme si j'avais eu 8-9 ans de grossesse continue qui mettaient au repos finalement mes ovaires, mon utérus et tout ça. Bon, là clairement c'était pas du tout l'option finalement retenue par mon corps. Et les douleurs aussi terribles. Et là pour le coup j'étais donc dans le Finistère alors que je venais de région parisienne avant. J'avais pas de nouveau gynéco, c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de gens aujourd'hui de trouver un nouveau gynéco et de confiance en plus et qui connaissent cette maladie. Bien. Et du coup, un peu démunie, j'avais appelé mon gynécologue de Paris en disant au secours, voilà ce qui se passe quoi. Et sa réponse m'a laissé sans voix, je crois, parce que du coup, il me dit reprenez tout de suite les hormones, laissez pas les choses comme ça. Je dis mais en fait, là, on aimerait avoir des enfants. Puis je me suis pas mariée à 20 ans, j'avais déjà 30 ans. Enfin, un petit peu moins de 30 ans, mais pas loin quoi. Fallait pas trop attendre non plus, il y a l'horloge biologique quand même chez la femme, il y a une certitude. Avec ta pathologie d'autant c'est plus. Ça. On sait que je tomberai a priori pas enceinte d'un claquement de doigts. Et du coup, cette première réponse m'a tuée. Je dis en fait, non. Oui, c'est sûr. En fait, ça va encore une fois étouffer les symptômes, c'est certain. Et ça m'a offert une lune de miel, j'aime bien le terme. Au final, il m'a dit, dans ce cas-là, sinon on fait une stimulation ovarienne, vous tombez enceinte vite. Et en fait, là, ça répondait encore pas à ma question, à mon appel au secours, parce que stimulation ovarienne, a priori, c'était pas une question de j'ovule pas. C'était pas ça. Et du coup, vraiment, sa réponse m'a un peu démoralisée en disant, en fait, je suis seule. Je me suis sentie vraiment super seule dans la nature. Mon mari avait son soutien psychologique, sa grande bienveillance, mais aussi, je pense, il s'est un peu pris une claque aussi de voir quelle était l'ampleur de ses symptômes et mon désarroi aussi, ma souffrance. Et il est pas gynéco non plus, que fallait-il faire ? Il en savait rien. Moi non plus. Mais en tout cas, la réponse du gynéco me convenait pas du tout. Lui non plus. Enfin, après, il m'a dit, c'est toi qui choisis. Si tu veux reprendre le traitement parce que t'en peux plus, voilà, je le comprends. Maintenant, on avait tellement à cœur, et puis moi, je vous l'ai dit, un enfant, c'était... je sais pas, j'étais persuadée que je serais heureuse en étant maman. Ça a été une période terrible. J'ai été voir... Et parce que là, tu disais que tu te vidais de ton sang.
Concrètement, comment ça s'est terminé? Ça a mis plusieurs jours, ça finit par passer tout seul? Est-ce qu'il a fallu mettre en place quelque chose? Parce que ça peut avoir des conséquences, à un moment donné, d'avoir vraiment des hémorragies importantes. Ça peut vraiment... Alors en fait, il me semble que j'ai rappelé le gynéco parce qu'après j'ai été mise sous anti-hémorragique à très haute dose, effectivement. Et en fait j'en avais eu déjà les années auparavant, avant mes traitements hormonaux, mais je fais un petit flashback là. Donc j'ai eu aussi un traitement à haute dose 3 fois par jour, donc avec risque important de thrombose et tout ça. Alors maintenant j'en parle comme ça en tant qu'infirmière parce que j'avais quand même eu des années d'hormones où les thromboses sont quand même un risque majeur dans les traitements que j'ai eus. Et pouf, on me rajoute un bon médicament qui peut entraîner des thromboses. Par chance, je n'ai pas eu de complications là-dessus, mais ça a limité les hémorragies sans les arrêter. Donc j'ai eu plusieurs jours comme ça à me vider, à être complètement à plat. Et n'ayant pas de réponse, j'ai vraiment été très, très embêtée. Je faisais malaise sur malaise. Là, tout l'été qui a suivi, je faisais des malaises. Sans tu devais être complètement anémiée peut-être aussi. Probablement. Et il y avait aussi des symptômes qu'on n'a jamais su expliquer. Des tachycardies subites et qui s'arrêtaient. Des bouffées de chaleur. Donc je pense, moi, vraiment, ça n'est que mon interprétation, parce qu'aucun médecin n'a été capable de me donner une explication là-dessus non plus. Je crois qu'on me croyait pas vraiment, qu'on m'écoutait pas encore à ce moment-là sur ces symptômes. C'était pas du malaise vagal, mais il fallait faire à peu près les mêmes gestes, dans le sens où il fallait que je m'allonge, relever les jambes, attendre un peu, boire, et pour que tout cela, enfin que le malaise passe tout simplement. Mais j'en ai fait plein, ma famille est témoin, aucune explication, rien derrière. Pendant toute cette période-là, tu étais en arrêt maladie du coup ? Alors là, j'avais pas de boulot pendant l'été. Ah oui. Et j'ai quand même postulé parce j'allais pas non plus tenir les murs de la maison, une maison vide entre guillemets, avec un mari qui était en plus marin d'état, donc absent avec des missions à droite à gauche. J'avais envie de travailler, en soi, c'est un métier qui me plaît énormément, infirmière puéricultrice, c'était une vocation et je m'étais quand même bien battue pour y arriver, donc il fallait que je bosse. Et alors les hémorragies n'étaient pas en continu aussi violentes que la reprise, mais mes cycles à chaque fois redevenaient difficiles et de plus en plus. Maintenant, j'ai rebossé, j'ai trouvé un poste à 80%, donc c'était génial de me dire bon, j'ai quand même un jour dans la semaine où je vais pouvoir me reposer, mais c'était un poste où je faisais 120 km par jour, ne serait-ce que mon aller-retour au boulot, et je faisais du domicile, donc le nombre de kilomètres par jour, on n'en parle plus dans ma voiture, c'est un service de PMI, sur un secteur géographique immense, très éloigné de ma maison, avec des visites à domicile dans des situations d'information préoccupantes, donc assez lourdes aussi psychologiquement. Et je me souviens d'être très mal en sortant d'un entretien dans une famille en difficulté, de me rendre compte qu'en fait mon pantalon était trempé de sang et que j'étais assise sur le canapé des gens juste avant, en me disant « Oh mince !» C'est un détail, hein, c'est pas le plus grave. Mais déjà pour les gens, j'étais bien désolée. Et pour l'image de la puéricultrice qui vient à domicile et ma propre image, c'était un peu violent. Du coup, ça a été à nouveau de l'errance, là, pas dans le diagnostic parce que je l'avais, mais une errance plus dans la prise en charge thérapeutique. Prise en charge. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a envie d'avoir un enfant. Donc là, j'ai commencé à remuer ciel et terre. J'ai trouvé enfin un rendez-vous au CHU de Brest, voir la spécialiste de l'endométriose dont tout le monde m'avait parlé. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous, paraît-il. Au final, cette femme m'a à peine regardée, s'est pas intéressée vraiment aux détails de ma vie, à nos souhaits même de couple, d'avoir un enfant. C'était en fait j'étais comme une parmi tant d'autres. Elle m'a jugée en me disant mais vous êtes dingue, si vous avez si mal, reprenez des hormones, point barre, arrêtez de saigner, à chaque fois que vous saignez, l'endométriose reprend du terrain. On est d'accord madame ? Moi je me disais bah oui, mais en fait comment je fais pour avoir un enfant ? Si les cycles reviennent pas, les enfants ils arrivent pas comme ça. Donc déjà encore une fois le sentiment de pas être écoutée et d'être jugée, vraiment là pour le coup je me suis vraiment sentie jugée en disant mais vous êtes inconsciente. Et de pas être accompagnée dans ton... Et pas du tout accompagnée. Dans le souhait de t'exprimer en fait. Exactement, absolument pas. Donc en fait on voulait étouffer à nouveau les symptômes, on dit mais reprenez des traitements hormonaux, c'est tout, et puis taisez-vous, en gros c'est fichez-moi la paix. Ou vous voulez vraiment un enfant ? Dans ce cas-là madame, je vous donne 3 mois, si dans 3 mois vous n'êtes pas enceinte, on fait une PMA, absolument, vous partez en PMA, tout ça. Donc 3 mois, pour moi 3 mois c'est 4 cycles éventuellement quand ils sont courts, mais c'est rien, honnêtement, on laisse pas beaucoup de chance à la nature, à l'espoir. Enfin, je suis revenue démoralisée. Mon mari, qui est du genre hyper confiant, hyper abandonné, en disant « mais si, ça va le faire », m'a beaucoup peiné, parce que là, moralement, c'était très dur. Et en fait, on a 18. C'est bon, je veux plus la revoir, celle-là, j'accroche pas du tout. De faire des examens douloureux en plus, alors que j'étais pas bien. Voilà, pour moi, c'était un manque de respect, de soi-disant responsable spécialisé dans l'endométriose. Bon. Et cette réponse... clé en main, voilà, vous aurez un bébé en PMA dans 3 mois si vous n'avez pas de bébé naturel. J'ai trouvé ça très violent et
Ça nous correspondait pas. Donc au final, on s'est tourné. Alors moi, je me suis tournée vers des médecines moins conventionnelles, des médecines étonnantes peut-être. Je suis allée faire, donc j'avais ostéo, kiné, déjà ne serait-ce que pour soulager un petit peu mes douleurs abdominales et dorsales, et même de sciatique, parce que du coup ça irradiait beaucoup dans les jambes. Ça te soulageait, ces soins-là? Ça me faisait du bien sur le coup. C'était un moment pour moi où j'avais vraiment une petite détente. Alors fallait pas que ce soit en pleine crise. En pleine crise, on peut pas me toucher. Mais dans les moments où ça allait mieux, oui, ça me détendait un peu. Parce qu'à force d'avoir des douleurs partout, j'étais tendue en plus. Tu avais des contractions musculaires associées. Ouais. Le sommeil était moins bon. Il y a beaucoup de... Voilà, moi j'avais des troubles digestifs assez cognés. Un ventre qui gonfle. Je peux même plus fermer mes habits dans les périodes de crise. J'ai un ventre de femme enceinte, c'est impressionnant. Bref, j'avais beaucoup d'inconfort associé. Et donc ça m'a un petit peu aidée sur le coup. Après, un jour, j'ai fait un malaise dans une pharmacie. La pharmacienne, en parlant gentiment, me dit « Mais attendez, moi je connais quelqu'un qui a un don. Sur la côte, il est dans une petite roulotte et tout, un truc un peu cliché. Mais vous devriez essayer, il a aidé plein de gens sur plein de maladies différentes, des cancers, Voilà, allez voir. » Donc j'en ai parlé à mon mari, il m'a emmenée gentiment. J'étais un peu stressée en me disant « Mais quel genre de médecine il fait? Qui c'est ce gars ?» Moi, je suis croyante en plus, donc je faisais des « Je vous salue Marie » dans ma tête. « Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais ?» Et effectivement, il avait une approche très étrange. Il était dans une roulotte au fin fond de la forêt, au fin fond de la Bretagne, le truc un peu... Ouais, un druide, quoi. Il avait, de l'encens, des bouddhas, des pierres. Il y avait plein de choses. Très bourru. Vraiment typique, vraiment l'image claire. Très bourru. Il m'a dit « Oh là là !» Il met sa main au-dessus de mon ventre. « Oh là là, oh là là !» Alors vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper inflammé, il y en a partout, c'est l'orage. Ah bah oui, je crois bien. Moi, Tu lui avais parlé avant des raisons pour lesquelles tu venais le voir? Il savait pourquoi je venais, et en fait quand je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit « Ouh là là, il faut que vous veniez absolument ». Donc comme s'il sentait aussi ma détresse physique, et peut-être morale également, mais en tout cas, bon, je ne sais pas l'expliquer. Toujours est-il qu'il m'a donné également des conseils de prendre de l'angélique chinoise, de prendre des traitements beaucoup plus à base de plantes, mais qui aura des effets là-dessus. Il m'a tout de suite dit « Vous arrêtez de boire de l'eau du robinet, c'est bourré d'hormones. » Ah. Vous ne prenez que de l'eau minérale. Il m'a dit « Vous arrêtez complètement tout ce qui est lactose. » Je lui ai dit « Bon, c'est le premier à me donner des pistes. » Bon, c'est un côté gourou druide étonnant, mais il a des conseils qui ont l'air intéressants. Il me dit « Vous avez une telle inflammation. » Et là, il est revenu sur le terme de l'inflammation que personne m'avait redonné depuis la kiné d'il y a très longtemps. Il me dit « C'est une inflammation de dingue dans l'endométriose. Il faut déjà jouer sur l'inflammation. » Et ça peut jouer aussi sur la fertilité, parce qu'un abdomen complètement inflammatoire, quelle que soit la pathologie, au final, c'est un facteur d'infertilité. Ça ne va pas aider en tout cas. Donc il a fait sa séance un peu étrange. Bon, il m'a dit de garder un caillou sur moi pendant 1 mois, que personne ne devait le toucher, et qu'après je le jetais dans la mer. Si quelqu'un le touchait, c'était pire pour moi. Donc là, je vous avoue que j'étais pas très sereine, c'était très étrange. Bon, c'est une anecdote, peut-être qu'il faut pas que je m'étale trop là-dessus. Mais voilà, je disais à mon mari, tu touches pas, s'il te plaît, il peut se passer un drame et tout. Bref, donc moi je suis allée le mettre dans le... Quand j'allais à l'église, je l'ai mis dans l'eau bénite en me disant, bon, ça va peut-être me protéger. Bref, voilà, c'est improbable mon truc. Au final, j'ai quand même eu quelques mois d'accalmie des symptômes. Non mais ce qui est important de noter là, c'est que, en fait, quand on est désespéré, on s'accroche à tous les signes, à toutes les techniques, à toutes les idées de druide, de grand-mère, de kiné, d'ostéopathe, de tous les soignants. En fait, on s'appuie sur la moindre béquille qu'on nous propose. Et c'est ça c'est pas de la moquerie, mais c'est vrai que, voilà, je me reconnais dans des choses où, moi qui suis très terre à terre, suis aussi allée dans des choses un peu perchées. Et c'est vrai que on est prêt à essayer tout, parce qu'après tout, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et du coup, voilà. Donc toi, tu te diriges vers la phytothérapie et vers aussi des croyances comme voilà, ce caillou. Voilà. Bon, je t'avoue que je l'ai personne n'a touché finalement. C'est je l'ai vite jeté dans la mer au bout d'1 mois. J'étais soulagée. Par chance, j'habite tout près de la mer. Mais alors pour le coup, j'y suis jamais retournée et je tiens pas à y retourner parce que j'étais pas très sereine, pas très à l'aise quand même. Mais de fait, il y a eu quelques mois de calme. Et lui m'a dit une phrase quand même qui m'est beaucoup restée en tête. Il m'a dit, si vous voulez avoir des enfants, vous en aurez, madame. Ah, première fois qu'on me dit un truc positif. Bon, bah, je vais m'y accrocher. Et c'est rigolo parce que quelques mois après, alors, quelques mois quand même, mais j'apprends que je suis enceinte. Alors là, la joie, l'apothéose, oh là là, j'en pouvais plus quand j'ai annoncé à mon mari, j'ai les larmes aux yeux, il y a eu beaucoup d'émotions. Il était là en plus quand je l'ai su parce qu'il aurait pu être en mer, donc grande joie, immense. Mais c'était trop beau. Bon, malheureusement, et ça je m'y attendais pas, je me suis pris vraiment une claque, vraiment une grande claque, je pense que mon mari aussi. Rapidement, je me suis remise à saigner. Enceinte, ça peut arriver, mais c'est quand même pas bon signe en général.
à avoir mal, très mal, donc on a dû aller aux urgences, et là ils nous disent, écoutez, oui, vous êtes bien enceinte, ça c'est sûr, mais ça je le savais, on avait déjà fait les examens, ça a commencé à faire quelques temps. Mais en fait ça va mal, votre grossesse est extra-utérine, donc le bébé ne pourra pas se développer, ne pourra pas aller à terme, et surtout vous avez un danger pour votre vie, en plus de celle du bébé. Donc grosse claque. Oui, donc là t'étais enceinte de combien de semaines ? Alors en nombre de semaines, je sais plus, c'était quand même relativement tôt parce qu'une grossesse extra-utérine, rapidement on a des symptômes. Oui, c'était assez précoce. Un mois peut-être, un mois et demi, pas au-delà. Du coup, t'avais aussi les douleurs liées au fait que c'était une grossesse extra-utérine. Tu C'est ça. risquais la rupture de la trompe peut-être ? Exactement, avec risque hémorragique, et là la maman peut vraiment décéder rapidement. Donc oui, grande claque, et puis là en plus, ça c'est très personnel, mais mon mari devait partir sur sous-marin. Juste à ce moment-là, ce qui lui arrive jamais, c'est exceptionnel, et sous-marin ça veut dire totalement injoignable. Et en fait le médecin nous dit, en fait vous allez rentrer chez vous, vous vous reposez, vous faites le moins de choses possible, je vous mets en arrêt, et si vous avez le moindre signe, si les saignements augmentent ou la douleur augmente, SAMU immédiatement, vous ne vous posez pas de questions. Bon, en tant qu'infirmière pure, je savais très bien que la grossesse extra-utérine, on ne pouvait pas sauver le bébé, et que la maman était en danger, donc on a été raisonnable là-dessus, on n'a pas joué... Mais on a prévenu juste nos parents pour avoir un peu de soutien psychologique. Et puis, par chance, j'avais ma belle famille pas trop loin pour les appeler si ça allait pas, parce que je devais rester seule à la maison, mon mari devait partir. Il avait appelé son chef qui a dit non, tu dois venir, c'est comme ça. Donc violence aussi de se dire que je serais seule si ça allait mal. Et puis aussi psychologiquement, malgré tout, c'était vraiment un miracle cette première grossesse, et ça s'effondre aussi avec cette annonce de grossesse extra-utérine. D'un coup. Donc c'était aussi un deuil à faire, au-delà de la douleur et du risque pour ta santé. Il y avait aussi toute cette déception et cette souffrance morale de perdre cette grossesse. Ouais. En fait, depuis que j'avais le diagnostic, je m'étais préparée à ce que ce soit compliqué de tomber enceinte. Que peut-être qu'on n'aurait jamais d'enfant, ça aurait été terrible, mais qu'en tout cas que ce serait très long avant d'avoir la chance d'avoir un enfant. Donc là, ça faisait 13-14 mois que j'avais arrêté les traitements et qu'on essayait d'avoir un enfant. Ce qui finalement est pas si mal après avoir eu des années de traitement. Et bim, en fait, cet enfant, on l'aurait jamais dans les bras. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ça, j'avais pas imaginé qu'une fois qu'un bébé serait là, la grossesse ne pourrait pas être menée à terme. Ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais pu imaginer. Et du coup, voilà, grosse déception, donc chirurgie en urgence, parce qu'au final, j'ai commencé ma trompe était trop abîmée, j'ai eu des symptômes très violents, donc c'est reparti, opéré en l'absence de mon mari. SAMU et compagnie, donc en plus, voilà, bon, après ça, c'est pas grave. Du coup, il a pas eu de tes nouvelles, il a pas su que l'opération s'était bien passée ? Alors moi, sachant qu'il était en mer pas longtemps, que 48 heures en plus, mais c'était juste à ce moment-là, je lui ai fait des messages sur son portable en disant que quand il reviendra à terre, il pourra avoir ses messages et il saura, je suis pas à la maison, mais il saura du coup que je suis à l'hôpital et que tout s'est bien passé. Et en fait, mystère, il a jamais reçu ce message quand il est sorti de l'eau. Donc ça, j'ai pas de réponse, ça m'a beaucoup frustrée, mais c'est comme ça. Par chance, j'ai la chance d'avoir une belle famille et une collègue de travail d'ici qui est venue me voir à l'hôpital et qui m'ont entourée à ce moment-là. Et quand il est revenu, il a pu être présent longtemps après, parce que la grossesse extra-utérine n'était pas simple. Je sais pas faire les choses simplement, a priori. Il a fallu que j'aille à l'hôpital toutes les 48 heures pendant 1 mois et demi à la suite, parce qu'en fait, les bêta-HCG ne diminuaient pas. Ils n'augmentaient plus, mais ils ne diminuaient pas. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir... Les bêta-HCG, juste pour expliquer, c'est les hormones de grossesse qui marquent l'évolution d'une grossesse. Et dans le cas d'une fausse couche, on vient vérifier qu'il ne reste pas de tissu de la grossesse qui viendrait générer d'autres difficultés par la suite. Donc on fait ce dosage-là régulièrement pour être sûr qu'il redescende jusqu'à 0, qui montre que la grossesse est terminée et que le corps peut se remettre en mouvement pour éventuellement une autre grossesse. Voilà, tout à fait. Et du coup, là, les médecins, les gynécos de l'hôpital étaient tellement inquiets que j'ai pas été lâchée du tout pendant tout ce temps-là. Donc impossible de faire le deuil, d'avancer. À ce moment-là, je venais de démissionner de mon travail juste 15 jours avant que la grossesse extra-utérine n'arrive, juste avant de savoir... même avant. Bref, je savais que j'allais quitter mon boulot, j'avais postulé pour un autre, et je devais démarrer mon autre boulot au moment où je rentrais à l'hôpital pour mon opération de grossesse extra-utérine. Donc, c'était pas grave, c'était secondaire. Mais je me dis, mais c'est pas possible, tout en même temps, bref. Donc tu mets du temps finalement à pouvoir avancer aussi psychiquement, puisque cet état de fin de grossesse perdure dans le temps et te ramène à ça en permanence, puisque tu vas à l'hôpital toutes les 48 heures. C'est ça. Et puis finalement, j'ai eu une première injection de méthotrexate, donc qui est le traitement qu'on va donner pour
accélérer, entre guillemets, mettre fin à cette petite vie. Moi, je trouve que c'est très dur de dire ça, mais en tout cas, voilà, que les bêta-HCG arrêtent d'augmenter, que ce petit bébé qui n'est pas viable ne puisse pas se développer. Enfin bref, ça a été très dur de me dire que moi qui espérais tant un bébé, en fait, on a tout fait pour qu'il s'en aille. Et que, pardon, excusez-moi, il était là, mais il pouvait pas vivre et on a tout fait pour que il quitte mon corps au final alors que il n'avait rien demandé. Ça a été hyper violent. C'était vraiment pour ta santé. Ouais, en fait j'en étais persuadée, c'est ce qui m'a aidée à me dire bon je fais confiance au médecin. Mais il y a eu, je pense, un peu d'acharnement thérapeutique quand même. Je pense pas qu'il y avait besoin que j'aille autant à l'hôpital. En plus d'un point de vue perso, j'appelle ça de la spéléologie, mais j'ai eu des échographies endovaginales tous les 48 heures, des touchés vaginaux toutes les 48 heures, des prises de sang toutes les 48 heures, c'est de la folie. En fait, aujourd'hui, j'accepterais pas qu'il y ait autant, je pense. Et... Tu t'en es complètement remise aux mains des médecins parce que je disais, ils savaient ce qu'ils faisaient et que t'avais aussi peur peut-être des répercussions que ça pourrait avoir pour la suite. Oui. Parce qu'on sait que si la trompe se rompt, on perd un ovaire et donc du coup forcément ça laisse une chance de moins d'avoir une grossesse évolutive par la suite puisque on n'a plus qu'un ovaire qui va fonctionner. Donc peut-être qu'il y avait aussi tout ça, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais qui rentrait en ligne de compte et tu disais il faut que je les écoute pour mettre toutes les chances de mon côté, d'avoir la chance peut-être de vivre une autre grossesse qui cette fois-ci aboutira à tenir mon bébé dans les bras. Ouais. En fait, heureusement que j'étais infirmière puère dans le sens où dès que j'ai su que c'était une grossesse extra-utérine, je savais qu'on pourrait pas sauver mon bébé. Donc ça, au moins, je savais qu'il n'y avait pas cet espoir-là. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait autant de médicalisation, de surveillance et d'inquiétude finalement des gynécos, ils étaient super inquiets, c'était une forme atypique. Alors est-ce que finalement il n'y avait pas 2 bébés et qu'il y en a un qu'on a pu enlever avec la chirurgie et le deuxième non localisé? A priori, ils l'ont pas localisé, ils savaient pas trop. Ça reste un mystère. Vraiment, j'ai pas toute la réponse à cet épisode-là. Hormis qu'effectivement, dans mon cœur de femme, je me suis dit, mince, on a tant espéré ce bébé. Et moi, depuis mes 17-18 ans, depuis que je sais ce que j'ai, je me suis battue. J'ai refusé d'accepter cette fatalité qu'on n'aurait pas d'enfant le jour où je serai en couple. Et paf, génial, on en a un. Et en fait, non, on pourra pas l'avoir dans les bras. Ça a été hyper violent. Donc j'ai mis un peu de temps à me remettre physiquement déjà, mais psychologiquement surtout. Et puis, juste le comble de la vie, je reprenais un nouveau boulot en crèche collective, donc à avoir des tout petits tous les jours, des mamans qui confiaient des bébés de 2 mois et demi, qui reprenaient le travail, tout ça. Donc la prise de poste n'a pas été simple non plus. Et là, en fait, j'ai quand même prévenu mes chefs et mon binôme de direction de la raison pour laquelle je ne pouvais pas prendre mon boulot à la date prévue, mais que je souhaitais reporter ma prise de poste. Par chance, ils ont été extrêmement humains et discrets là-dessus. Et compréhensifs. Et compréhensifs. J'aurais pu être jugée en me disant, mince... Finalement, je leur apprends en même temps que j'étais enceinte au moment où j'allais démarrer un boulot. Alors, franchement, je savais pas que j'étais enceinte au moment où j'avais accepté le boulot. C'est arrivé après. Mais non, là-dessus, j'ai eu de la chance, mais ça a été vraiment dur de s'en remettre. Entre-temps, les cycles reviennent, du coup, après cet épisode-là, toujours aussi douloureux. Comment ça se passe ? Alors, les cycles sont revenus, pareil. Même chose. C'est un peu plus important au début, mais ça c'est suite à une grossesse même très tôt, voilà, on peut saigner plus, une grossesse extra-utérine, j'ai beaucoup saigné. Mais ça a repris, le fait d'avoir eu des injections de méthotrexate, qui est quand même un traitement qui est utilisé comme chimio aussi, qui est assez lourd, on m'a dit attention, faites en sorte de ne pas tomber enceinte trop vite derrière, parce qu'il y a un danger pour un fœtus. Donc il nous avait donné 6 mois de prudence. Donc là-dessus on avait été hyper réglo, on va pas jouer avec le feu. Oui. Et en fait, je suis retombée enceinte naturellement après cette période de prudence. Et donc, grande joie, magnifique, en disant waouh, avec une inquiétude évidemment, en disant bon, on s'enflamme pas tant qu'on n'est pas sûr que tout va bien, mais quand même c'est génial. Finalement, les médecins qui m'avaient dit vous tomberez jamais enceinte, PMA, 2 grossesses spontanées, tant mieux, magnifique. On s'en est réjouis. Mon mari part en mission pour 2 mois à l'autre bout de l'Atlantique. Et en fait, au cours de la mission, je me mets à saigner, douleur, paf. Et fausse couche, cette fois une fausse couche spontanée, donc plus simple qu'une grossesse extra-utérine, mais à nouveau je n'aurais pas ce petit bébé dans les bras, à nouveau une grande claque, une grande douleur. Et puis là en plus mon mari n'était pas là pour me soutenir physiquement, moralement, être là au quotidien, donc ça a partager ça avec lui. Terrible, voilà. Sachant qu'en plus au boulot à ce moment-là, mon binôme de direction était en arrêt maladie pour 1 an. Alors je savais pas que ce serait pour 1 an tout de suite, mais burn-out, épuisement. Et je me suis retrouvée en direction d'un seul coup, alors que moi, le poste d'adjointe m'allait très bien pour un départ, un premier pied en crèche. Donc je me retrouve avec une pression sur les épaules d'un point de vue professionnel, sachant que moi, je suis du genre à tout donner
à m'oublier un petit peu quand j'ai des responsabilités. Sauf que là, voilà, ma vie personnelle était très bouleversée, et donc j'ai eu un arrêt quand même de 3 semaines, je crois, à ce moment-là. Et vraiment, ouais, le moral, un sentiment d'injustice, de colère. Non, mais pourquoi ? Alors même des pensées que je trouve terribles, mais de se dire, mais c'est injuste. Certaines femmes ont des enfants facilement et n'en veulent pas. Moi, j'aimerais tellement en avoir, et en fait, je peux pas les avoir dans mes bras, quoi. C'est très dur de dire ça, je devrais pas le dire, Non. Voilà, dans la colère, on pense des choses qui sont pas belles. Heureusement, je m'en suis remise. C'est très humain, et effectivement, la vie est injuste. Oui. Pourquoi donner à certaines femmes qui effectivement n'ont pas le choix d'être mères des grossesses, des femmes qui sont extrêmement fertiles et malgré des fois des moyens de contraception tombent enceintes et ce n'est vraiment pas leur choix. Et pourquoi d'autres qui espèrent plus que tout vivre ça n'y ont pas accès ou y ont accès avec beaucoup de difficultés. Ouais. C'est une vraie injustice, effectivement. Et j'ai eu des sentiments très très forts à ce moment-là, qui sont pas dans mon habitude. Donc je sais que j'avais honte même de mes sentiments. Mais voilà, c'est une forme de deuil aussi, une forme d'acceptation. J'ai repris quelques temps les traitements hormonaux aussi. La progestérone que j'avais, mais juste quelques mois, histoire de me remettre, de souffler un peu. Mais peut-être souffler... Est-ce que c'était plus pour souffler psychologiquement, de se dire, là je me mets aussi mon corps au repos, pas de nouvelles grossesses, et le temps de récupérer peut-être aussi un petit peu de ces très grandes désillusions et douleurs. Voilà. Parce la perte de ces deux grossesses. Après ça, je saignais plus à chaque fois. Mais ça n'a pas été long, c'était juste l'histoire de quelques mois. Puis j'étais tellement pas convaincue, sachant qu'en plus, à ce moment-là, j'apprends, par hasard, pas par un médecin ou un gynéco qui me suivait, que le traitement que j'ai eu pendant des années, maintenant, est fortement déconseillé par la sécurité sociale, tous les médecins ont reçu des messages, parce qu'il entraîne des tumeurs cérébrales, méningiomes, donc pas cancéreuses, mais qui ont des effets terribles malgré tout. Et que je commence à faire plein de liens. Ma marraine a eu la même maladie que moi, a eu des traitements hormonaux, a eu un méningiome, a été opérée. Et je me dis, aïe, en fait, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est facile de le penser en tout cas. Et en fait, si pendant des années on étouffe mes symptômes, mais qu'au final je me retrouve avec une maladie encore plus grave, peut-être quelques années plus tard, oui, là le bénéfice-risque il est quand même partagé, il faut vraiment que je réfléchisse bien. Et puis on avait tellement envie d'avoir un enfant que voilà... Donc tant bien que mal, j'ai vraiment serré les dents. Tu as de nouveau arrêté les traitements du coup ? J'ai tout arrêté, voilà. Donc, quand je dis arrêter les traitements, plus de traitements hormonaux, des cycles qui revenaient, la nature qui reprenait sa place. Alors moi j'ai toujours voulu croire aussi que la nature avait plein de bonnes choses et qu'il fallait lui laisser sa place, pas toujours la stopper, la maîtriser. Alors j'ai eu des cycles de plus en plus durs, vraiment très compliqués, et finalement, à nouveau, bonne nouvelle. À nouveau, je tombe enceinte. Donc au bout de 3 ans après la toute première grossesse ? Non, un petit peu plus près. 3 ans... Attends. Oh, je m'y perds. Oui, c'est ça, 2 ans et demi peut-être. 2 ans et demi, 3 ans après la première grossesse. Pas tout à fait 3 ans. Et là, une joie incroyable, évidemment, avec une grande crainte. Donc là, pour le coup, j'avais entre-temps retrouvé une gynécologue qui était bien. Je dis bien parce que j'en ai trouvé une première qui m'a dit « Ah, trop bien, l'endométriose, ça m'intéresse, je voudrais faire des cas là-dessus, étudier. » Non, moi, je cherche juste quelqu'un de confiance, je suis pas un cobaye. Voilà, bref. Donc, la gynéco, je vais la voir tout de suite. Elle me dit « Bon, on fait des échos précoces. Être sûr que le bébé n'est pas dans les trompes, déjà. Être sûr que le bébé va bien. Et je vous surveille de très très près. » Donc là, j'ai été surveillée de très très près. Mais ça me rassurait au final. C'est ce que je voulais. Enfin... Oui, tu voulais être rassurée, tu voulais être suivie. Et en fait, magnifique. Une grossesse menée à terme, une grossesse qui s'est bien passée, avec des effets classiques de la grossesse comme beaucoup de femmes, rien d'alarmant. Un petit bébé né à terme. Bon, césarienne compliquée en urgence, sinon c'était pas drôle. Avec moi, je fais rien de simple. On m'a expliqué qu'il y avait peut-être un lien avec l'endométriose. D'accord. Voilà, bon, peut-être. Mais en tout cas, une grossesse qui se passe quand même très bien, avec somme toute, il me semble dans mes souvenirs, assez peu de symptômes invalidants, même liés à la grossesse pure. Oui, en fait, j'allais dire les reflux gastriques assez cognés comme beaucoup de femmes, un mal de dos fréquent, et puis 3-4 mois de bonnes nausées, vomissements tous les jours. Oui, quand même. Bon, j'avais un souvenir plus soif, mais c'est peut-être parce que tu étais tellement heureuse que finalement tu taisais beaucoup ces symptômes-là parce que tu vivais à 300% cette grossesse tant désirée. Et donc, tu faisais un peu fi de tous les tracas que ça te causait, parce que t'en parlais pas autant. Non. En fait, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que enceinte. C'était un peu l'apothéose. Finalement, le fait qu'il y ait peut-être eu de petits bébés qui n'aient pas pu
aller jusqu'au bout avant. Peut-être ça a encore plus préparé cette attente, cette envie. Alors, c'est pas pour autant que je suis une meilleure mère, mais on fait ce qu'on peut. Mais vraiment, oui, j'étais tellement heureuse. Ah oui, vraiment une joie. Et puis même, au final, la grossesse me donne, dans ma maladie également, une pause, une autre lune de miel. C'est ça. Naturelle cette fois. J'ai pas des traitements hormonaux de synthèse et je ne sais quoi. J'ai vraiment l'état de grossesse naturelle, en fait, met en veille, finalement, ces symptômes. Et m'a permis un épanouissement. Même psychologiquement, je me sens beaucoup plus posée, zen, sereine, heureuse. Enfin, vraiment... Ouais, finalement, la grossesse, beaucoup de femmes n'aiment pas trop cet état-là. Personnellement, moi, c'est l'inverse. C'était, malgré les vomissements, malgré le mal de dos, le reflux, tout ça, vraiment, c'était une grande joie, ouais. Ouais, peut-être que les inconvénients de la grossesse étaient moins pénalisants pour toi, finalement, que ton quotidien avec ta maladie. Clairement. Donc aussi, tu vivais pas cette contrepartie difficilement, ou en tout cas pas aussi difficilement que des femmes qui, en temps normal, n'ont aucune pathologie, aucune douleur. Et ça, on le rencontre dans les pathologies chroniques. On vient diminuer notre seuil de douleur, je pense, parce qu'on est toujours avec des douleurs, donc on ne sait plus forcément ce que c'est que de vivre sans. Donc forcément, certaines douleurs nous paraissent moins importantes que d'autres personnes qui n'ont aucune douleur jamais. La première petite douleur est peut-être plus conséquente pour eux que pour les personnes habituées à souffrir. Je le suppose, c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place d'une autre personne, mais oui, probablement. Là, moi, vraiment, c'était un état d'extase presque. Vraiment une bonne pause. Et puis, on a eu une petite fille en pleine forme, magnifique, évidemment. Enfin, vraiment, c'est... Ah oui, vraiment. En pleine santé. En pleine forme, ouais, vraiment impeccable. Ouais. Cette lune de miel continue avec l'allaitement, après, du coup ? Alors oui, en plus, en tant que puéricultrice, je prêche un peu pour ma paroisse, mais très convaincue par les bienfaits de l'allaitement et ce désir de proximité avec mon bébé également. Donc j'ai pu allaiter, j'ai arrêté avec la reprise du boulot et aujourd'hui je me dis mais j'aurais jamais dû arrêter là, mais c'est pas grave. J'ai allaité à peu près 7 mois et demi à peu près. J'ai eu la chance de prendre un congé parental en plus à la suite de mon congé mater. Donc vraiment d'avoir profité, je pense à ce moment-là au maximum. La reprise du boulot a été dure dans le sens où je voulais pas me séparer de mon bébé, de ce petit trésor, de cette petite fille adorable, une petite Amandine du coup pour le... Oui, j'étais très fusionnelle, ça a été difficile de la confier. Heureusement, on est tombé sur une perle en assistante maternelle, donc j'ai pu reprendre le travail. Tant que j'allaitais et que j'avais pas mon retour de couche aussi, j'avais la poursuite de cette sorte de lune de miel, on va dire, ça c'était vraiment chouette. Et puis les cycles sont revenus. Et on m'avait également dit aussi, le jour où vous serez enceinte, vous verrez, les grossesses peuvent guérir la maladie. Donc je l'avais dans un coin de ma tête. J'y croyais pas à 100% non plus, parce que j'avais déjà bien vu dans mon parcours que les certitudes, en fait, fallait pas s'y accrocher. N'était pas pour toi. Non, a priori, je rentrais pas dans les cases, et que les médecins avaient parfois des phrases, remplies de certitudes, mais au final, même s'ils ont des bonnes connaissances, une bonne expérience, malgré tout, la certitude, on ne peut jamais l'avoir. Vraiment, c'est en tout cas mon ressenti avec ma vie, mon expérience personnelle. Ton vécu, ouais. Et non, du coup, les cycles sont revenus, les saignements sont revenus, très important, le retour de couche, pareil, très violent. Un petit coup de mou à me dire, bon, c'est reparti. Maintenant, magnifique, j'ai une petite fille, mais petit à petit, au fur et à mesure des cycles, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a quelque chose auquel j'avais pas pensé, c'est que d'être maman quand on n'est pas bien comme ça, c'est une nouvelle difficulté que j'avais jamais envisagée. Pour moi, ça y est, j'étais maman, tout était bon, quoi. En fait, non, la maladie était toujours là, elle est revenue, elle s'est bien réinstallée, elle n'était pas partie. Et donc, grande joie d'être maman là, rien à dire, ça c'est clair. Mais petit à petit, le quotidien est devenu un peu compliqué parce que j'avais du mal à porter mon bébé les jours où j'avais très mal, du mal à être disponible pour elle, d'avoir des moments de qualité avec elle quand j'étais douloureuse, c'était compliqué. Et plus c'est allé, plus ça a été terrible, vraiment. Au point que dans mon travail, ça a commencé à avoir un impact aussi. Donc je travaillais toujours en direction de crèche. Alors j'avais repris à 80%. Depuis que j'étais maman, donc ça déjà c'était génial d'être un peu plus avec ma fille et de lever un tout petit peu le pied côté boulot, sauf que le 80% c'était en fait 100% contracté sur 4 jours semaine en moyenne, que j'avais le même travail en fait, que j'étais avec ma collègue que j'appréciais particulièrement et qui avait besoin d'être bien soutenue aussi après une reprise, après un burn-out aussi. Et puis moi quand je m'investis dans le boulot je donne beaucoup, mais là j'avais ma petite fille quand même qui m'aidait à me dire attention quand même. Et en fait, les symptômes ont tellement repris. Alors, finalement, par chance, moi, le confinement a été une aide, parce que j'ai eu un peu de temps à la maison, donc les jours où c'était compliqué, tant mieux si j'étais à la maison, mais on a continué à rester ouvert, nous, dans notre crèche. Donc j'ai travaillé, et
jusqu'à ce que la douleur soit tellement invalidante qu'en fait je n'arrivais presque plus à me décoller de mon siège de bureau, alors qu'en crèche on n'est pas collé dans son bureau en théorie. De me lever pour aller voir les professionnels, les parents, les enfants en section, c'était devenu de plus en plus compliqué. Je passais ma vie à faire juste le trajet bureau-toilette, parce que j'avais à nouveau des hémorragies de dingue. J'ai dû en parler à ma collègue en direction. Oui. Alors après, elle savait déjà beaucoup de choses, parce que je pouvais pas cacher en fait. Mais c'est la seule qui savait. C'est la seule vraiment dans l'entourage proche du travail, parce que on en avait parlé nous déjà personnellement. Mais c'était quelque chose de trop intime encore, trop perso, et j'avais très peur d'être jugée. Je voulais surtout pas que l'équipe le sache, parce que quand on est responsable d'une équipe, on veut pas se montrer faible sur moi aussi. Et puis en fait c'était devenu insoutenable. Au bout d'un moment, je m'enfermais dans mon bureau pour pleurer de douleur, tellement j'arrivais plus à me lever, à supporter cette douleur. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait ça va pas quoi. Et je suis allée consulter le médecin. J'avais aussi le moral dans les chaussettes avec ça, c'était compliqué de... Parce que ça te faisait jongler à la fois entre ton métier, ta maladie, ta petite fille, et en fait tout le temps avant que tu prenais pour prendre soin de toi. Quand on devient maman, forcément, ce temps rapetisse énormément, voire disparaît à certaines périodes de la vie, en fonction de l'âge de notre enfant aussi. Et c'est vrai que du coup, là, t'avais plus de temps pour prendre soin de toi. Non. Plus de temps et donc de l'énergie en moins aussi. Oui. Le travail me prenait beaucoup d'énergie aussi. Vraiment, d'un point de vue même charge mentale. Je sais que ça c'est un défaut probablement chez moi, mais je le portais vraiment avec des systèmes d'astreinte. Pourtant c'est pas les urgences hospitalières, mais moi je le portais beaucoup. Et après c'est une vraie responsabilité. Oui. Voilà, donc c'est aussi un métier avec une vraie responsabilité, et donc ça nous impacte même à la maison. Directement. Directement. Et la culpabilité de me rendre compte que je pouvais pas m'occuper de ma petite fille comme je l'espérais. Alors pas pour tout et pas tous les jours, mais de plus en plus. Et qu'il y a une fois, un jour, elle m'a énormément touchée. J'étais allongée dans le canapé, les larmes aux yeux, vraiment pliée de douleur. Je pouvais plus rien faire et elle était avec moi. Donc j'étais très gênée qu'elle me voie comme ça, mais maintenant je peux pas faire autrement. Et elle est venue me voir, elle m'a caressé la joue, elle m'a fait un gros câlin pour me consoler. Alors ça m'a touchée, je me suis dit mais quelle merveille, quel adorable enfant. Et en même temps je me suis dit mais c'est pas du tout son rôle, les rôles sont inversés, c'est à moi de la consoler, c'est pas à elle de me voir comme ça. Et ça a été dur à accepter. Tu avais du relais à la maison? Ton mari pouvait quand même prendre le relais, ou est-ce qu'il était souvent en déplacement, en mission? Alors par chance, entre-temps, il avait quitté la marine, donc plus de mission. Ça, c'était une bonne chose, ça tombait bien. Dans la vie, il y a plein de belles choses qui arrivent. Avec du recul, on se dit en fait, c'était le bon moment. Malgré tout, il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'aider dans la mesure du possible. Malgré tout, j'avais beaucoup de temps où j'étais, comme il travaillait, j'avais beaucoup de temps où, quand j'étais même en arrêt, où j'étais seule avec ma petite fille. Et là, je faisais ce que je pouvais. Et je culpabilisais beaucoup. Parfois, je la laissais un petit peu dans sa chambre avec sa petite barrière. Je restais à la pièce d'à côté. Je lui parlais, j'allais la voir régulièrement, mais j'étais pas en mesure de jouer avec elle. Et ça, je trouvais ça très culpabilisant, avec une vision de l'éducation qui n'était pas celle que j'espérais. Au final, elle est heureuse, elle semble épanouie, voilà. Et heureusement qu'il y a eu des périodes d'accalmie. Mais là, sur cette période de l'après-grossesse, de ma grossesse pour Amandine, j'ai vraiment eu un peu la maladie a tellement repris de terrain que je ne m'étais pas vue aussi mal depuis très longtemps, très très longtemps. Et là je me suis dit c'est pas possible. En fait j'avais déjà balayé un peu tout ce que je pouvais avant de tomber enceinte d'Amandine, mais vers qui je vais me tourner en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que ma gynéco classique courante on va dire, était très à l'écoute, j'ai eu beaucoup de chance, mais elle, sa solution c'était de reprendre des hormones pour tout stopper. Et en fait, vu tout ce que j'avais vu sur les hormones et le nombre d'années que j'avais eu, je voulais plus d'hormones. Je crois que j'avais vraiment eu ma dose. Je voulais vraiment qu'on puisse régler ma douleur. Alors, elle a proposé quelque chose d'intéressant, c'est d'avoir un traitement à libération prolongée pour le côté anti-inflammatoire. De réessayer des antalgiques de palier 2, donc ça veut dire des antalgiques relativement forts. De reprendre des anti-hémorragiques. Enfin, vraiment, en fait, des traitements symptomatiques pour tenir au mieux les cycles. Et puis, elle m'a conseillé, et je trouvais ça très chouette qu'elle soit ouverte d'esprit, de ne pas hésiter à aller voir aussi à d'autres... frapper à d'autres portes. Et en fait, ça a fait le chemin dans ma tête. J'ai découvert la naprotechnologie à ce moment-là. Ouais, c'est pas très connu, en France notamment. Et en France, on est toujours un petit peu long à réagir et à accepter ce qui vient de l'extérieur, de ce qui est nouveau, de ce qui est pas conventionnel. Et en fait, j'en ai entendu parler par mon entourage, dans des articles, dans des journaux. C'est la contraction de Natural Procreative Technology. Bon, excusez l'accent, hein. Donc ça vient des États-Unis. D'accord. C'est ça consiste en quoi? Alors en fait, l'idée, c'est de restaurer la fertilité des couples, enfin restaurer la santé des couples pour
permettre une bonne fertilité. Parce qu'on se rend compte que la fertilité est liée à énormément de choses. Et en fait, du coup, ils ont une approche gynécologique particulière des pathologies, et notamment, alors l'endométriose, ils n'ont pas de baguette magique, pour l'instant personne n'en a, je vais pas vous mentir, hein, mais on va dire que je les ai contactés pour 2 choses. La première, qu'on m'aide à soulager mes douleurs. Mes cycles étaient de 3 semaines, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines mes règles revenaient. Mes règles elles-mêmes, je saignais pendant 10 jours minimum, avec des symptômes de dingue, des symptômes digestifs extrêmement forts, enfin du genre des diarrhées impérieuses, des spasmes intestinaux, le ventre qui gonfle, tout ça, en plus de mes symptômes classiques. Un sommeil complètement coupé, je me réveillais toutes les nuits, j'avais des insomnies de dingue. Bref, et la naprotechnologie, je suis allée voir donc une conseillère qui ensuite oriente vers un médecin une fois qu'elle a déblayé le terrain, et le médecin en fait est spécialisé, c'est un médecin classique, ça peut être un gynéco ou un généraliste, qui est formé à cette approche médicale qui vient des États-Unis, et qui va du coup prendre la personne dans sa totalité en fait. C'est une démarche complètement holistique, et c'est pas vous avez une maladie gynéco, on ne va regarder que votre utérus madame, le reste on s'en fiche. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais aujourd'hui on est trop compartimenté encore dans notre médecine, et chacun regarde sa petite partie et va pas voir la personne dans sa globalité. Et nombre de C'est fois très important ce que tu dis, parce que dans beaucoup d'errances, malheureusement, c'est que chaque spécialité va venir traiter le symptôme de sa spécialité, de la pathologie qu'il va voir, et personne va, effectivement, très peu de gens en tout cas, très peu de médecins, vont regarder de manière générale l'état de santé de la personne et recouper tous les symptômes pour essayer de poser un diagnostic. C'est ça. Il y a certaines pathologies qui regroupent énormément de symptômes, et donc c'est ça qui des fois est compliqué pour avoir un diagnostic et qui prend beaucoup de temps, parce que soit le patient ne dit pas forcément tous ses symptômes, il va aller voir le spécialiste parce qu'il a un problème au cœur, l'autre un gastro pour le problème digestif, et donc va parler à ce spécialiste des fois que de ces symptômes qui le concernent, sans parler de tout le reste. Soit c'est les médecins qui disent bah écoutez, moi je peux traiter ça, pour le reste allez voir un tel, ou voilà. Et c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Oui, j'ai vraiment découvert ça. Enfin, c'est devenu une évidence à ce moment-là. Et enfin, en fait, la naprotechnologie, j'ai eu le sentiment d'être enfin entendue en tant que personne, en tant que couple aussi, vraiment. Ni jugée, ni critiquée, et à ce qu'on me donne pas une réponse ferme, c'est comme ça, point barre, dans le protocole, c'est comme ça, madame, c'est tout. Et en fait, tout mon parcours, j'ai réalisé qu'on avait cherché à étouffer mes symptômes. Ou si je voulais un enfant, je l'aurais à la carte. Vous avez un désir d'enfant, ok, tac, on peut vous le faire. C'était limite quelle couleur des yeux, quel mois vous voulez, quoi. Bon, voilà, j'exagère évidemment, mais voilà, c'est ma façon de dire les choses, mais j'ai vraiment eu le sentiment que les médecins voulaient être tout puissants. Vous avez mal, paf, bah c'est simple, il y a on peut résoudre votre problème. Hormones, point barre, on étouffe et la patiente se tait, c'est bon, on est tranquille, quoi. C'est un peu schématique. Tous les médecins n'avaient pas forcément cet état d'esprit, mais c'était vraiment les réponses moi que j'entendais en face et qu'on répondait pas à ma souffrance en fait, on m'écoutait pas vraiment, ou qu'à moitié. Et en fait là, la napro vraiment m'a prise dans toute ma globalité, à regarder également aussi du côté de mon mari, parce que des difficultés peuvent venir aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Bon, clairement, les symptômes, c'était pas une histoire qui concernait mon mari, mais même dans la fertilité, c'est pas que la femme, on va toujours regarder la femme, mais l'homme aussi, pourquoi pas. Bon, en l'occurrence, tout allait bien, mais... Et en fait, moi, ils m'ont fait des prises de sang à des moments très précis du cycle, à essayer de voir, en fait, vos cycles, ils font combien de jours, à quel moment, ok, donc là, à tel moment, en fait, je suis devenue actrice beaucoup plus de ma santé, de mon corps. J'ai vraiment réappris à découvrir le fonctionnement de mon corps, à observer mes cycles, à noter plein de symptômes à des moments précis, et eux, ça leur a donné une bonne lecture. À partir de ça, à partir de prise de sang, à partir d'échographie également, ils ont pu se dire, bah en fait, oui, là, vous avez une énorme carence en progestérone sur telle période du cycle. Ça, personne m'avait dit ça. Donc, on peut complémenter. Donc, la protechnologie, c'est naturel, mais c'est pas pour autant que c'est pas médical. Donc, j'ai eu des hormones, mais pas par voie générale. Parfois, c'était par voie locale. Voilà. Et des hormones qui sont beaucoup moins synthétiques que ce qu'on a classiquement. Donc, mieux supporter, moins d'effets indésirables. Donc là, moi, ça me convenait plus, même si je courais pas après les hormones. Là, cette approche-là, elle était plus pour venir diminuer tes symptômes de la maladie, ou pour espérer une deuxième grossesse. Alors c'était un peu les deux, c'est vrai que je me suis tournée vers eux, déjà pour mon quotidien qui était devenu terrible, et parce que j'avais le sentiment que je savais plus vers qui me tourner. Et effectivement, avec mon mari, on s'est dit, bon ben, on a eu un enfant, en fait. Et si on en avait 2, en fait? Finalement, on m'a dit que je serais jamais enceinte, j'ai eu 3 grossesses spontanées. Lui est d'une confiance absolue, donc il me disait, bah, et pourquoi pas? Et puis, bah, c'est vrai que un enfant, c'est une chance immense. Vraiment, et je me dis, oh là là, est-ce que je suis en droit même d'espérer un deuxième? Je suis trop gourmande, c'est exagéré, je suis très heureuse d'être maman, mais bah, un enfant unique,
tout le monde sait que c'est pas toujours facile. Ça peut être génial, mais parfois ces enfants-là peuvent manquer de compagnons de jeu. Je sais que j'en ai entendu ces témoignages-là parfois. Et puis nous, voilà, on était encore ouverts à la vie, on avait trop envie d'agrandir la famille si c'était possible, pourquoi pas en fait. Puis ton rêve de base, il était d'avoir une famille nombreuse. Bah c'est ça, moi j'ai partais de là grandi quand même dans une famille nombreuse. Je m'étais dit, c'est complètement aberrant, mais minimum 3, ce serait merveilleux. Bon, après, c'est idiot de se donner des chiffres, parce qu'en fait, la vie, voilà, le montre bien, on est plein de surprises, mais... Et mon mari aussi, il était dans cette idée, si on peut en avoir plusieurs, ce serait merveilleux. Donc voilà. Effectivement, la NAPRO, pour nous, c'était vraiment m'aider à survivre, entre guillemets, parce que j'étais en arrêt, en fait, je tenais plus, j'étais pas... Moralement, du coup, ça allait pas non plus, c'est pas génial pour la famille, pour ma petite fille, pour mon mari, pour moi. Et puis l'impression de me dire, mais en fait, je sais plus vers qui aller, je n'arrive plus à travailler. Ça, c'était une grande claque aussi de me dire, mais en fait, je suis jeune, à part ça, je suis en bonne santé, mais au final, cette maladie m'handicape tellement, je peux plus travailler, et je peux même plus assurer les tâches du quotidien, être maman vraiment comme je le voudrais. Psychologiquement, j'ai eu du mal, et on va dire que la naprotechnologie a vraiment pris en compte tous ces aspects-là à écouter. Et du coup, j'ai eu des traitements hormonaux, j'ai un régime aussi, alors ça, il a fallu l'accepter, mais alimentaire très strict, pour limiter l'inflammation. Qui repose sur quel pilier du coup ? Oui, alors concrètement, les aliments qui seraient plutôt inflammatoires, enfin qui favoriseraient l'inflammation, c'est donc tout ce qui est à base de lactose. Donc laitage, fromage, produits laitiers. Voilà, certains sont plus ou moins dosés en lactose, mais les produits laitiers de manière générale. Tout ce qui est à base de gluten. Alors là, on en consomme énormément, beaucoup dans nos sociétés. Donc là, il a fallu revoir beaucoup mon apport de céréales, parce que le gluten, finalement, on en a dans beaucoup de choses. Le blé, l'orge, le seigle. Voilà. Limiter la viande rouge. Alors ça, je découvrais que la viande rouge... Moi, je me disais, je manque tellement de sang, je perds tellement de sang de fer, viande rouge. En fait, dans mon cas, c'était peut-être pas souhaitable, parce que ça aurait un effet inflammatoire. Tout ce qui est produit industriel est très sucré également à proscrire. Donc j'ai dû revoir aussi... Ah oui, là vraiment c'est la base de l'alimentation d'aujourd'hui. Voilà. Alors après, si quelqu'un est intéressé, veut essayer, parce que finalement on entend de plus en plus parler de l'alimentation quand même, dans cette maladie notamment, pour garder le moral, parce que voilà, moi ça m'a fait je me disais, il me reste juste un plaisir, c'est manger. Bon bah zut, celui-là on me l'enlève aussi, j'avoue, c'est idiot, c'est vraiment idiot, mais j'ai un petit coup, on me dit, oh non, mon mari me dit, mais tu rigoles, c'est que de la nourriture. Bah oui, mais ça fait partie de mon plaisir en fait. Moi le chocolat chaud, pain beurré le matin, c'est mon kiff. Alors donc, là, fallait que je règle tout ça. Au final, je me suis fait une liste de tout ce que j'avais le droit de manger, plutôt que de tout ce que j'avais pas le droit de manger. Et psychologiquement, ça fait vachement bien. Et j'ai découvert des nouveautés. La farine de riz, la farine de teff, la farine de châtaigne, j'ai commencé à cuisiner. Alors, si on veut bien manger, c'est vrai que ça demande un peu plus de temps de cuisine. Il faut préparer ses propres plats, il faut beaucoup cuisiner. Beaucoup faire par soi-même, il faut redoubler d'imagination. Mais au final, je me suis rendu compte que beaucoup d'aliments quand même pouvaient quand même rentrer dedans. Qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a accès à pas mal de choses sans gluten. Maintenant, ça c'est mon petit avis perso. Regardez bien la composition des produits industriels sans gluten, parce qu'il y a peut-être pas de gluten, mais il y a beaucoup de conservateurs dans beaucoup de cas. Et ça, c'est mon deuxième cheval de bataille. La naprotechnologie et moi-même, à force d'expérience, conseille aussi de limiter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Mais ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, pour beaucoup de maladies, pour tout le monde, ça ne peut être que ça. Même pour des personnes qui sont complètement saines et qui n'ont aucune pathologie, c'est vrai que dans la mesure du possible... Et alors, ce qu'il te propose, c'est-à-dire la progestérone à un moment très ciblé de ton cycle, puis ces changements alimentaires... Est-ce que ça vient modifier du coup tes douleurs et tes cycles ? Alors ça a modifié mes cycles, ouais. En fait, au bout de quelques temps, parce qu'on observe, on a tout dans un cahier. Donc faut être quand même assez motivé, je trouve il faut être d'accord en couple aussi. Après, ça peut se faire seul aussi. On peut tout à fait être une femme seule qui décide de faire ça pour déjà y voir plus clair, pour aller mieux, quoi. Et en fait, déjà, ça nous donne un peu la main sur notre santé. Et ça permet de mieux se comprendre. En fait, je me suis rendu compte que je dormais très très mal certaines nuits, et j'ai vu que c'était toujours aux mêmes périodes du cycle. Donc là, le début de la progestérone, au bout d'un moment, j'ai vu que mes cycles se sont un peu rallongés. Ce qui faisait du bien, parce que j'avais des règles qui revenaient toutes les 3 semaines, je saignais au moins 10 jours sur ces 3 semaines, plus j'avais un syndrome prémenstruel très très marqué. Donc en fait, il me restait que 2-3 jours par mois où je tenais debout, ce qui en fait était terrible. Vraiment, ça m'a fait peur de me rendre compte de ça. Et du coup, là, ça a rallongé les cycles, diminué un petit peu la durée de mes règles aussi, des saignements et donc des symptômes forts aussi. Donc ça, c'était déjà énorme. Le moral était meilleur, je me suis mise à dormir un peu mieux la nuit. Donc en fait, déjà rien que ça, c'était énorme. Et de me dire, mais en fait, mes insomnies ont un lien. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de faire le lien avec plein de petits symptômes qu'on ne pense pas associer à la maladie qui nous embête. Mais en fait, tout est lié. Je me suis rendu compte que oui, il y avait
Le digestif, carrément aussi, ça commençait à aller mieux du coup avec le régime. Ça n'a pas été instantané, je préfère pas vendre du rêve, mais malgré tout, oui, ça a été un peu mieux, mon ventre un peu moins gonflé, l'inconfort un peu moins marqué, l'irritabilité aussi que je pouvais avoir, mais voilà, diminué, le moral un peu meilleur, enfin toutes les choses petit à petit. Je dis pas que c'était magique, j'avais toujours très mal, je Chaque toujours petite beaucoup, mais avancée... un petit peu de mieux sur plein de domaines en fait. Et chaque petite avancée, en fait, t'aidait sur d'autres points, et donc améliorer... Tout à fait. En fait, c'était le cercle vertueux. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que cette approche-là dont tu nous parles, la naprotechnologie, elle est prise en charge actuellement en France ou c'est à ta charge? Alors non, malheureusement, elle n'est pas du tout prise en charge. Alors en fait, il y a une partie qui est pas du tout prise en charge. Au départ, pour apprendre à se connaître, pour déblayer le terrain, pour observer les symptômes, noter ses cycles, tout ça, on est un peu formé par des instructrices ou instructeurs. Je dis instructrice, c'est plus souvent des femmes, mais ça peut être un homme, je crois. Ça peut même se faire à distance. Moi, en l'occurrence, il n'y en avait pas juste à côté de chez moi, donc j'ai fait par Skype, et ça m'allait très bien. On a une super relation malgré tout. Donc voilà, on a un cahier, un support, tout ça, on note vraiment, on a un bouquin de formation un petit peu pour savoir de quoi on parle, pour savoir bien s'observer aussi. En tant que femme, on observe aussi des choses assez intimes, hein, mais pas invasives, contrairement à d'autres techniques, voilà. Et cette consultation-là, enfin, c'est pas vraiment un terme de consultation, mais ce rendez-vous-là, oui, est payant. C'est quand même pas donné. Donc ça aussi, ça rentre dans c'est 55 € je crois. Et c'est pas pris en charge, je crois même auprès des mutuelles, éventuellement les meilleures. En revanche, une fois que cette personne a fait a préparé le terrain finalement, a déblayé un petit peu le bilan. Le bilan, exactement. Ce bilan, on va aller voir un médecin, pour le coup, formé. Alors moi, en l'occurrence, j'étais allée à Nantes. Et ce médecin-là va, à partir de tout ça, à partir de l'examen, va prescrire des examens médicaux, pour le coup, des choses plus poussées. Donc là, pour continuer à aller vraiment, pour le coup, dans une approche médicale. Et la consultation du médecin est remboursée en tant que médecin généraliste ou gynéco. Par contre, effectivement, je crois qu'il y a un petit dépassement d'honoraires qui est annoncé en amont, il n'y a pas de surprise, qui pour le coup peut être à notre charge ou pour la mutuelle, je crois. Mais c'est un médecin de la naprotechnologie. Alors c'est un médecin généraliste français, enfin donc formé, il n'est pas en lien avec gynéco. cette technique-là finalement. Si, en fait c'est un médecin de formation classique qui en plus a fait une formation en naprotechnologie. D'accord. Voilà. Tout à fait. Si, ils ont un réseau. Oui. Un réseau qui se développe de plus en plus. Il faut aller voir sur Internet pour ceux qui sont intéressés. Ça s'appelle Fertility Care. Alors, ils ont aussi une approche juste de participer à la procréation de façon naturelle. Donc, quand je dis naturelle, c'est qu'il n'y aura pas de PMA dans leur approche. Ils vont tout faire pour soutenir, pour restaurer la fertilité, mais ils ne vont pas contourner le problème médical comme la PMA va le faire. La PMA, souvent, ça va être on peut pas vous soigner, mais par contre, on a éventuellement une solution pour vous permettre de devenir parent malgré tout. On va essayer. La napro, ça va être, on va régler au maximum votre fertilité, votre santé, pour espérer, de façon naturelle, par contre, d'avoir un enfant. Voilà, ça peut être en tout cas les prémices d'un parcours qui, à l'issue, dans le meilleur des cas, va apporter une grossesse naturelle et spontanée, et dans d'autres cas, ne suffira pas, et les familles, si elles le souhaitent, se tourneront vers la PMA. Ça n'exclut pas. Mais ça peut aussi mettre plus de chance pour que la PMA marche, parce que la PMA n'est pas un gage d'avoir l'assurance d'avoir un bébé au bout du compte. Mais peut-être que si on est venu essayer d'équilibrer les hormones, le terrain pour la femme, ça favorisera l'implantation, par exemple, d'un embryon par la suite. Tout à fait. En tout cas, on peut l'imaginer. Tout à fait. Oui, et ce que tu dis est vrai. Moi, je trouve qu'on m'a beaucoup vendu la PMA comme étant un gage de certitude. Un bébé à la clé, en fait. Alors que j'ai lu beaucoup de témoignages, beaucoup de femmes qui avaient une endométriose ou une autre pathologie pouvant jouer sur la fertilité, des couples qui ont été dans l'espérance d'enfant, qui attendaient, qui ont souffert, et finalement, tous ceux qui sont passés par la PMA n'ont pas eu un enfant à l'issue, et beaucoup ont trouvé le parcours extrêmement long et douloureux. C'est quand même pas un parcours facile, c'est extrêmement médicalisé, c'est chronométré, parfois il faut venir à telle heure, tac tac, paf, l'ovulation c'est maintenant, enfin... C'est lourd, c'est difficile aussi pour un couple, hein. C'est très éprouvant, j'en ai vu beaucoup autour de moi, j'ai trouvé extrêmement courageuse. Certaines ont eu la chance d'avoir un enfant à l'issue dans les bras, mais à quel prix ça c'est sûr, et puis d'autres malheureusement, oui en fait, bien sûr que notre médecine est magnifique, mais elle a aussi ses limites. Et la napro pareil, ils vont pas vous dire c'est sûr vous aurez un enfant. Mais ça j'aime bien du coup qu'on nous promette pas quelque chose. Par contre, voilà, cette idée d'essayer de régler directement et personnellement. Voilà, moi on a vu qu'à tel moment j'avais pas assez d'hormones, comme ci, comme ça. Après j'ai eu un complément en œstrogène sur des moments précis aussi. Et je me trouvais beaucoup plus dans une prise en charge individualisée. Pareil, ils m'ont dit... Personnalisée en fait. Personnalisée, exactement. Vraiment. Et en fait un sentiment de bienveillance et d'écoute
extraordinaire. Alors après, c'était pas très marrant non plus d'avoir des examens médicaux, des prises de sang très souvent, tout ça, mais je savais pourquoi je le faisais. Et au final, alors ils ont été très honnêtes, ils m'ont dit écoutez, vu votre abdomen, vu la situation, parce que les symptômes étaient tels à nouveau, moi je leur ai dit, dites-moi clairement, est-ce qu'on peut espérer un enfant ou est-ce que vraiment, il faut que j'essaie de m'enlever ça de la tête. Ils m'ont bien sûr dit, on peut rien promettre, ce serait mensonger, au moins voilà. Mais si c'est quand même peut-être possible, mais pas avant 2 ans. Je pense que vraiment vu l'état de votre situation, vous attendez à rien avant 2 ans. Et sauf que je crois qu'on est béni du ciel parce que, bim, au bout de, je crois, à peu près 6 mois de naprotechnologie, ce qui est pas grand chose, c'est plutôt des parcours de 18 mois, 2 ans quand même de suivi chez eux souvent. Alors, au bout de 6 mois, je me rends compte que je suis enceinte en fait. Et là, je crois que j'ai fait 3-4 tests pour être sûre. Avec mon mari, mais incroyable, mon mari me voyait sauter de joie, moi je suis dans tout feu tout flamme, c'est tout ou rien chez moi, donc bref. Il me dit attention, t'enflamme pas, attends, parce que là, si ça se passe mal, tu vas tomber tellement bas, fais attention. Et il avait raison, j'ai appelé la napro qui n'en revenait pas en disant mais c'est pas possible en fait, vu votre état, c'est pas possible, les hormones étaient encore très très basses, j'étais encore très maigre, j'avais l'anémie, j'avais le fer dans les chaussettes. D'ailleurs, eux aussi complètent avec un acide folique qui n'est pas l'acide folique classique. Celui-ci serait beaucoup mieux assimilé par les femmes, donc ça je le dis aussi s'il y en a qui peuvent être intéressés. Et mon gynéco me dit, mais ma gynéco classique n'y croyait pas, la naprotechnologie n'y croyait pas, en disant mais c'est pas possible. Mais en fait si. Alors après, ça n'a pas été si simple dans le sens où j'étais quand même très affaiblie, donc il fallait faire attention. Et surtout mes hormones étant tellement faibles, la napro m'a fait faire des prises de sang là toutes les 48 heures, il me semble, même enceinte. Et en fait, pendant les 5 premiers mois de grossesse, il y avait un énorme risque de fausse couche. Mais ça, la napro a pu me le dire, en fait. Dans un suivi classique, on n'aurait pas vu tout ça et j'aurais probablement refait une fausse couche. Mais là, la napro, du coup, m'a complété en œstrogène. Qu'est-ce qu'ils sont allés... C'est grâce au bilan sanguin, pendant le début de ta grossesse, qu'ils se sont rendus compte que tu avais un déficit en œstrogène et en progestérone qui aurait pu aboutir à une fausse couche. Et donc, ils t'ont supplémenté à ce moment-là. Tout à fait. Et en fait, c'était rééquilibré Alors au début, c'était toutes les 48 heures, puis après toutes les semaines. Et le médecin napro, en fait, je lui envoyais mes résultats par mail. Une fois que je les avais au labo, je lui envoyais. Et dans la journée, elle me répondait. Et elle me refaisait la prescription adaptée. Cette fois, vous prenez... alors, c'est plutôt des ovules. Voilà, je reprenais tant d'ovules toute la semaine. On refaisait le bilan la semaine d'après. Hop, on remonte, on redescend. J'ai eu besoin d'un énorme supplément. Alors je me suis dit, oh là là, pourvu que ça marche. Et au bout de 5 mois, elle m'a dit, c'est bon, là, naturellement, vous fournissez les hormones qu'il faut pour... que votre petit bébé se développe, que la grossesse aille à terme. Maintenant, je vous dis ciao, bye, et tenez-moi au courant pour la naissance. Donc, waouh, c'était vraiment incroyable. C'est la première fois que j'entends en fait ce témoignage-là. Je savais que dans les cas d'implantation, dans les parcours de PMA justement, il y avait une supplémentation hormonale pour justement favoriser au maximum le maintien de cette grossesse. C'est le même principe. Mais que ce soit autant adapté et finalement que ce soit réévalué en permanence, ça a peut-être fait la différence et ça pourrait faire la différence pour beaucoup de femmes et beaucoup de grossesses. Donc j'espère que ça parlera et que ça en aidera d'autres. Comme je connais un petit peu ton parcours, il me semble que juste avant cette deuxième grossesse, cette 4e grossesse, je crois que tu as quitté ton travail. Oui, c'est vrai, dans tout ça. Et dans tout ça, et que peut-être ça n'est pas pour rien que cette grossesse est arrivée, il y a peut-être eu un lien. En tout cas, je sais qu'on en avait beaucoup parlé et que toi, tu le faisais aussi, de dire, j'ai aussi fait du vide dans ma vie et tout d'un coup, au creux de mon ventre, ça se remplit. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait parlé avec cette expression particulière, justement. En fait, avant de retomber enceinte, donc pour la 4e fois, j'ai dû réaliser, ça a été un petit peu un deuil, que j'étais plus en capacité à ce moment-là, avec cette maladie-là, qui finalement revenait à chaque fois au grand galop, d'assumer un poste à responsabilité en tant que salarié, et sur un 80% ou un temps plein, en fait ça devenait ingérable. Je tenais plus que 2-3 jours par mois debout là à la fin, tellement c'était terrible. Donc j'ai dû réfléchir vraiment sur mes choix professionnels. Mon mari m'a beaucoup soutenue parce que c'est toujours inquiétant de se dire un salaire de moins, on va faire comment et qu'est-ce que je fais en fait. Mais finalement, il m'a vraiment appris à lâcher prise. J'ai réalisé que c'était pas non plus le poste qui m'épanouissait à 200%. J'ai beaucoup aimé cette expérience, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des belles rencontres, mais j'étais un peu plus loin de mon cœur de métier du soin et du très jeune enfant que j'aimais beaucoup. Et surtout, j'étais plus en capacité à ce moment-là. Donc c'est un ensemble de choses.
Et puis j'avais peut-être une frustration aussi de pas être assez disponible pour ma première, en disant en fait on a bataillé pour avoir un enfant et en fait elle est confiée quasiment toute la semaine, c'est pas possible, ça colle pas quoi. Donc tout ça mis bout à bout, avec finalement l'élément déclencheur, cette maladie qui reprenait du terrain, mais j'ai décidé de démissionner du boulot, enfin de mon emploi, et ça a beaucoup surpris ma direction, ça a beaucoup surpris beaucoup de collègues qui me disaient mais tu devrais rester en arrêt maladie, pourquoi tu fais ça? Moi la première. Voilà, t'es inconsciente. Et puis le côté financier qui était inquiétant, ça c'est clair, parce que je partais pour rien. Si je démissionnais, j'avais le droit à rien, et on n'était pas spécialement riches non plus. Mais voilà, cette espèce d'abandon, de confiance quand même dans la vie qui finalement m'avait beaucoup gâtée. Et effectivement, ça m'a soulagée d'un poids, j'en suis à peu près certaine. De savoir quels sont tous les éléments qui ont participé à cette nouvelle grossesse, on saura jamais, mais je suis sûre que ça a fait du bien. Ça a fait du vide dans ma tête, dans ma vie. Ça m'a libéré beaucoup plus pour ma petite fille, pour me soigner, pour me reposer, pour retrouver un petit peu d'énergie, pour faire ce suivi médical quand même de naprotechnologie, qui demande un minimum d'investissement complètement, et de me retirer une charge mentale en fait. C'est ça. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai démissionné, et je crois que j'ai appris 15 jours après que j'étais enceinte, enfin quelque chose comme ça. J'ai démissionné, encore une fois, je démissionne et pouf, comme quoi c'était les bonnes décisions à chaque fois, mais j'ai démissionné et voilà. J'ai vraiment appris. C'est sûr qu'on peut jamais être sûr du lien de cause à effet, mais en tout cas on peut l'imaginer facilement, de se dire tu t'es écouté, tu t'es dit je vais aussi prendre soin de moi, prendre du temps pour ma famille et pour moi, et voilà, cette grossesse qui débute. C'est ça. Et qui va aboutir. Et qui va aboutir. En fait, malgré le suivi rapproché des 5 premiers mois avec des compléments hormonaux, étonnamment j'avais quand même une bonne confiance. Peut-être de me dire aussi que j'étais pas lâchée dans la nature, c'est sûr. De me dire qu'en fait, contre toute attente, encore une fois, un petit bébé pointait le bout de son nez, enfin, en tout cas, commençait à se développer en moi, ça avait quelque chose d'incroyable. Et ouais, une grande reconnaissance. Alors moi, je suis croyante aussi, donc évidemment, une grande reconnaissance vers Dieu pour moi, voilà, ça c'est ma foi. Mais qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours. Oui, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, heureusement qu'il était là. Même quand j'étais en colère, je lui ai crié très fort que j'étais en colère. Et en fait, il m'a écoutée. Vraiment, voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, je sais qu'on n'est peut-être pas là pour s'étaler sur la foi, mais c'est une certitude que... Mais tant mieux. Que j'ai été soutenue, que je me suis pas sentie complètement abandonnée grâce à ça, et que voilà, on a beaucoup prié avec mon mari, et effectivement, on a eu beaucoup de chance. Et là, une deuxième petite fille, une grossesse menée impeccable, et avec moins de symptômes que la précédente finalement. Donc, tant mieux. Et donc du coup, peut-être que cet équilibre hormonal t'aura aussi aidé à avoir moins de maux de grossesse. C'est possible. Ouais. Alors j'ai quand même eu les nausées, vomissements. Ça, voilà, je crois que j'y échappe pas a priori, mais c'est clair que non, beaucoup moins de symptômes. Et puis, grossesse menée à terme, un bébé en pleine forme. Pour ma plus grande joie, j'ai pu accoucher par voie basse, contrairement au premier accouchement. C'est une belle victoire. Ouais, et 2 petites filles, magnifiques. Une belle victoire aussi pour ton lien à ton corps. Mon corps en est capable et m'a permis de vivre ça. Et c'est vrai que c'est fort aussi, dans la confiance que tu avais peut-être aussi retrouvée dans ton corps. Hein. Alors là, tu touches quelque chose. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Oui, vraiment ça. Oui, c'est très très beau. Je sais pas quoi dire d'autre, mais oui, de me dire, en fait, c'est idiot parce qu'en fait, on n'y peut rien si on a des problèmes de fertilité, si des femmes sont stériles, c'est une souffrance telle. C'est terrible de se dire que mon corps ne peut pas porter la vie ou même quand le conjoint ne peut pas et que c'est nous, on pourrait, mais en fait, en fait non. C'est hyper dur, c'est un deuil vachement difficile à vivre. Et bêtement, moi je m'étais dit, ouais, c'est ça, mon corps il est d'une certaine manière abîmé, il est pas capable. Finalement, c'est une sorte de maladie auto-immune, l'endométriose. Hein. On sait toujours pas pourquoi ces cellules ne sont pas au bon endroit, on sait pas trop encore comment elles arrivent là. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais toujours est-il que oui, je me disais, en fait, c'est vrai, je suis pas capable de porter un bébé et de le garder jusqu'au bout, c'était un peu ça que j'avais pu penser. Je suis même pas capable d'accoucher par voie basse, j'avais pu me dire aussi, ce qui est idiot, c'est complètement idiot, faut pas penser ça, mais il y a peut-être d'autres femmes qui m'écoutent qui l'ont pensé, en fait, c'est horrible, on peut être très dur envers soi-même. En fait, le fait d'avoir laissé finalement plusieurs fois dans ma vie place à la nature, laisser mon corps aussi, peut-être prendre le dessus. Alors bon, parfois la maladie, clairement, c'était terrible, mais malgré tout, bah ouais, j'ai laissé des chances à mon corps de montrer qu'il avait aussi, lui, des ressources en lui. Et le fait d'être tombée enceinte contre toute attente, on parlait peut-être de 2 ans de délai ou que c'était mort du côté de la médecine plus classique, mais en fait si, peut-être que c'est possible. Et là en fait, je voudrais pas aller trop vite sur les idées de conclusion, mais quand même, j'ai vraiment envie de dire à toutes celles qui écoutent, ou tous ceux même qui écoutent les couples éventuels, gardez confiance autant que possible. Vraiment. En fait, parce que tout est lié, le psychisme, c'est vrai que
quand on y croit, quand on est plus détendu, ça va pas forcément vous donner un bébé. Ça, c'est sûr, certains malheureusement n'auront pas cette chance-là, mais ça participe beaucoup, ça aide vraiment. Oui, c'est important de le dire. Mm. Et de redonner de l'espoir au travers de ton témoignage. Ouais, c'est vraiment l'idée. Enfin, c'est pour ça que je parle aujourd'hui, de dire, bah oui, c'est pas tout rose, aucune femme avec une endométriose n'a eu un chemin tout rose, je pense, ce serait étonnant. Mais en fait, garder l'idée que c'est possible, que parfois il faut peut-être être patient, que si un médecin a une approche qui vous étonne, qui vous plaît pas, ben essayez d'aller voir ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire l'approche qu'on vous propose en premier en fait. Oui. Parce que juste pour la petite anecdote, quand j'allais très très mal entre mes 2 dernières grossesses, entre nos 2 petites filles, j'ai quand même un médecin qui connaissait rien à l'endométriose qui m'a dit, j'y connais rien et tout, bon bah voilà. Il m'a quand même dit, non mais vous êtes tellement mal madame, c'est pas possible. En fait je pense qu'il faut vraiment envisager l'hystérectomie là, il va falloir y réfléchir sérieusement. Et alors là, mais moi je suis restée scotchée. Mais vraiment, là j'ai 34 ans aujourd'hui, donc j'avais 32, quelque chose comme ça. On peut pas sortir ça comme ça de but en blanc, surtout quand on connaît pas la maladie. Et l'hystérectomie, et ça arrive dans cette maladie malheureusement, mais c'est rare ici, mais c'est vraiment quand on a atteint un certain niveau. Et puis en plus quand il n'y a pas forcément un désir de grossesse éventuellement derrière aussi. Et ça ne résout pas la maladie de toute façon. C'était ma question. Est-ce que avec une hystérectomie, ça résout dans 100% des cas la maladie ? Mais tu vois, tu me disais que pas forcément, c'est ça ? Oui, en fait, oui, on va enlever presque la source du mal, parce que c'est terrible à dire, mais l'utérus qui est censé être un organe féminin typique, l'organe de la vie même, devient notre ennemi public numéro 1. Donc c'est vrai qu'en l'enlevant, bah oui, il n'y a plus les règles. Mais malgré tout, d'un point de vue hormonal, le corps de la femme reste en activité ? Bah oui, c'est ça en fait. Au final, c'est pas parce qu'on a enlevé l'utérus qu'il n'y a plus le système hormonal qui fonctionne et qui va, entre guillemets, commander les cellules endométriales pour qu'elles saignent à chaque règle. Donc s'il reste des cellules de l'endomètre qui sont disséminées dans le corps de la femme, elles vont continuer à saigner là où elles sont placées et continuer éventuellement à faire des petits, à se développer, à faire des adhérences. Ah, il peut y avoir encore une multiplication. C'est-à-dire que s'il y a une hystérectomie, il faut vraiment qu'elle soit faite par un chirurgien spécialisé dans l'endométriose. C'est une chirurgie qui est très complexe parce qu'elle est très très minutieuse et elle touche quasiment tous les organes. Donc parfois, il faut aussi qu'il y ait un gastro-entérologue ou éventuellement un urologue par rapport aux organes spécifiques de la vessie, des intestins. Et en fait, c'est vraiment d'essayer de supprimer mais tous les nodules que l'on peut retrouver. Et en fait, il y en a partout parfois. Et enlever l'utérus à ce moment-là, et peut-être même à ce moment-là, peut-être stopper un temps les hormones pour éviter que ça revienne. Pour mettre vraiment au repos. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il reste un mystère sur l'arrivée de ces cellules d'endomètre. On ne sait pas si elles sortent par les trompes au moment des cycles et qu'elles vont se promener à ce moment-là dans l'abdomen, ou si déjà c'est embryonnaire en fait, s'il y en a qui sont déjà là dans la vie embryonnaire. C'est là le grand mystère de cette maladie. Il y a des pistes, il y a des réflexions, il y en a qui ont des avis très tranchés, mais a priori c'est pas encore... scientifiquement prouvé. Non. Donc tu as cette deuxième petite fille dans tes bras, qui va bien aussi. Très bien. Petite fille merveilleuse. Qui est encore petite aujourd'hui. Elle a quel âge ? Elle a 14 mois. 14 mois. Voilà. Petite Camille. Comment tu vas depuis cette naissance ? Eh bien, moralement super bien, parce que c'est un deuxième miracle pour nous. Je crois que je suis vraiment faite pour être maman, même si j'ai mes limites. C'est sûr, avec 2, on s'ennuie pas, voilà. Et vraiment, après, j'ai fait le choix d'allaiter ma petite Camille, et le fait de ne pas avoir une échéance de reprise de boulot m'a permis aussi un allaitement très long. J'ai allaité jusqu'à ses 1 an plein. Donc, alors, mon retour de couche n'est pas arrivé au bout d'1 an, il est arrivé avant. Mais du coup, j'ai eu 8 mois de pause postpartum, ce qui est énorme avec un allaitement exclusif. Donc pendant 8 mois, j'ai pas eu de règles en fait. En plus de ma grossesse, ce qui en fait fait une pause naturelle merveilleuse parce que du coup, quasiment pas de symptômes. Là, ça y est, les cycles sont revenus. Les règles sont douloureuses et hémorragiques à nouveau. Très hémorragiques. Ça a assez marqué. Enfin, même très marqué. C'est même impressionnant parfois et pas confortable. Tu ne reprends pas la progestérone que la naprotechnologie t'avait amenée entre tes 2 grossesses ? En fait, il faudrait... c'est là que c'est pas bien. Hein. Il faudrait que je reprenne contact avec eux. Mais comme ça fait que quelques cycles, oui. J'ai très envie. C'est encore mon truc. Peut-être que je suis un peu têtue, c'est possible. De me dire, bah voilà, ça fait quelques cycles que voilà, mon corps a repris un côté naturel, cyclique. Chaque cycle est très différent, que ce soit en durée, en intensité. J'ai eu des jours de douleur terribles, j'ai eu des jours de douleur soutenables, vraiment.
et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une douleur soutenable, où là, avec les anti-inflammatoires à libération prolongée, les antalgiques forts et l'anti-hémorragique également, ça reste plus gérable. Je suis pas forcément alitée toute la journée pendant une semaine déjà, donc c'est toujours ça. Je pense que vraiment la grossesse et l'allaitement ont permis une pause. Maintenant, je saute pas de joie encore parce que je vois bien que la maladie est toujours là. Alors qu'on m'avait toujours dit, après une grossesse, il y a une deuxième grossesse, tu vas peut-être être tranquille et tout. Non, toujours pas. En tout cas, pour le moment, c'est plus mesuré dans l'intensité. Oui. Pour le moment, elle n'a pas encore gagné énormément de terrain, la maladie. C'est ça. Et donc, tu es encore dans la recherche pour savoir si ça va se stabiliser ou si ça va se détériorer à nouveau. J'ai cette petite inquiétude. Quand je me dis, là, les règles vont arriver, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut donner ? Je réfléchis tous les projets. Honnêtement, si on doit se faire un week-end ou des retrouvailles ou un dîner de potes, tout ça. Alors, je sais pas encore quand ça tombe parce que c'est pas régulier, mais j'ai une idée. Et je sais que pendant cette dizaine de jours, je prévois pas, en fait. Où je vais dire, en fait, on va reporter. Parce que quand je suis pas bien, franchement, je suis incapable d'être agréable avec... Enfin, agréable, je suis pas un monstre, mais j'ai juste envie d'être tranquille, quoi. Oui, tu souffres, donc voilà. Avoir du public en plus, c'est jamais... C'est ça, je m'habille avec des vêtements plus amples, plus confortables, j'ai juste besoin de m'allonger, en fait. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, je savoure ces moments où je vais bien, et j'en ai beaucoup plus qu'avant la grossesse, quand même. Je me sens beaucoup plus dynamique, moins tendue dans mon corps. Le moral, du coup, ça suit. Je suis persuadée d'avoir fait le bon choix aussi en levant le pied côté boulot. On en avait parlé à l'époque où tu avais pris cette décision-là, et en fait, ce qui est compliqué, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable handicap, la maladie dont tu souffres. Donc, en France, on a cette chance de pouvoir avoir des statuts de reconnaissance travailleurs handicapés, ce genre de choses, des aménagements de poste. Somme toute, et c'est comme ça dans beaucoup de pathologies, et autour de moi, pour en parler de plus en plus, je me rends compte que le travail est un vrai problème lorsqu'on a une pathologie chronique, parce que des fois, il y a des jours où ça va très bien, puis des jours où ça ne va pas du tout, des semaines où ça va bien, des semaines où ça ne va pas. Et donc, même un mi-temps thérapeutique est compliqué à mettre en place. Parce qu'il y a des semaines où on n'en aurait pas besoin, et puis des semaines où en fait on ne pourrait pas travailler du tout. Et c'est compliqué, à la fois pour les personnes avec qui on travaille, mais aussi dans l'organisation du travail. Et c'est aussi bénéfique, je pense, des fois de travailler. Ça permet aussi de garder un statut social, de rencontrer du monde, des gens, de sortir de chez soi. Et en même temps, beaucoup de personnes sont comme toi, à prendre la décision finalement de ne pas travailler, ou en tout cas pas un travail salarial, avec des engagements, pour pouvoir gérer son planning en fonction de sa pathologie. C'est exactement ça. Et effectivement, ça doit pas être le propre de ma maladie. Mais je crois que c'est vraiment ce que j'ai réalisé là entre les 2 dernières grossesses, de me dire, mais oui, je peux plus. Mais en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Alors j'avais été voir la médecine du travail qui parlait effectivement de reconnaissance adulte handicapé, d'aménagement de poste, de temps partiel thérapeutique. J'en avais parlé avec ma N+2, notre grande chef, qui avait été vraiment très humaine, très compréhensive, qui était prête à faire des propositions, mais en fait en échangeant bien, donc j'avais été amenée à lui dire ce que j'avais. En fait, elle avait même deviné ce que j'avais quand j'avais été la rencontrer en entretien. Elle avait rien dit, j'avais admiré parce que c'était une grande bavarde. Mais en réfléchissant, en fait, on s'est dit, mais oui, effectivement, le mi-temps thérapeutique, mais comment on peut le faire ? Parce que si je suis à mi-temps, c'est que quelqu'un va compléter mon planning, en fait. On a besoin de 2 personnes pour ce poste-là. Comment est-ce qu'on peut faire si on dit que je travaille les lundis, mardis, mercredis matin, mais que ça tombe pile les moments où je suis incapable de sortir de mon lit, de me lever, que je suis pliée de douleur ? Je peux pas venir, donc ça n'a aucun sens si je suis en arrêt. Et par contre, je peux être à la maison, effectivement, à des moments où je suis en forme, je suis capable de travailler, j'ai envie de travailler. Et comme tu dis, de pas être enfermée entre 4 murs, de rencontrer du monde, de m'épanouir, développer des compétences, d'avoir vraiment un statut social aussi peut-être, auquel on renonce un peu en restant plus chez soi. Et puis un salaire. Mais non, vraiment, ça a été un choix très difficile à faire, mais au final, qui était devenu une évidence. Et j'avais pris contact avec une association de femmes qui souffrent également d'endométriose, en disant mais comment on peut faire en fait, quelle solution il y a ? Et en fait, il n'y a pas vraiment de solution. J'avais l'inquiétude financière d'arrêter de travailler, parce que comment on va faire ? Alors par chance, j'ai un mari hyper confiant et qui est débrouillard aussi, donc bon, voilà, il m'a pas stressée là-dessus, tant mieux. Mais c'est effectivement de fil en aiguille, à force de réfléchir, je me suis rendu compte que, dans mon cas en tout cas, la créativité c'est quelque chose qui m'avait un peu manqué et que j'aimais beaucoup, que j'étais pas obligée d'être dans mon métier d'infirmière puéricultrice toute ma vie si j'étais plus capable de l'exercer là. C'était un deuil à faire, c'était dur à accepter. Mais est-ce que je pouvais pas faire autre chose ? Si, pourquoi pas finalement, ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, moi, je me tourne un peu vers l'artisanat. Voilà, donc je fais du chantournage, donc je travaille le bois, je fais des jouets, de la décoration d'intérieur
Et en fait, les jours où ça va, je vais dans mon atelier, je bricole, je m'éclate, ça me fait un bien fou. Pour l'instant, je suis loin d'être riche et de ramener beaucoup d'argent, mais déjà, moi, ça participe aussi, je pense, à l'équilibre et à la gestion de la maladie et des émotions. Et ça ramène un petit peu de beurre dans les épinards. Et surtout, les jours où ça ne va pas, en fait, je m'allonge, je fais le moins possible, comme on peut quand on est maman de 2 jeunes enfants, ça c'est encore autre chose. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être ce qui ira le mieux. Maintenant, j'espère que sur le long terme, ça pourra coller financièrement. Mais en termes d'équilibre et de gestion de la maladie, c'est vraiment parfait. Je vois plus comment, en tant que salarié, je pourrais faire, même avec un temps partiel, en fait. Actuellement, en tout cas, avec des symptômes toujours présents, quoi. En tout cas, ton travail est très chouette. J'ai hâte de le découvrir encore plus. Et vraiment, c'est une belle résilience aussi, de se dire, la vie fait que je ne peux pas exercer, en tout cas pour le moment, mon travail comme je le souhaiterais, et de te tourner finalement vers autre chose, une reconversion professionnelle en fait, qui t'épanouit en fait, et qui te permet de trouver un équilibre. On en parle beaucoup aujourd'hui, entre la vie professionnelle, la vie privée, et là je dirais avec la vie de malade, et qui te permet de trouver un équilibre beaucoup plus serein en tout cas, et de t'écouter. Parce que quand on est pris dans un travail avec des responsabilités, puis tout simplement avec une conscience professionnelle, on s'écoute peu, parce qu'on se dit toujours, là j'ai une réunion, là on m'attend, là on a besoin de moi. Et donc on peut pas vraiment être à l'écoute de aujourd'hui ça va pas, je reste allongée. Et donc on y va quand même, et il y a un épuisement qui se crée de plus en plus fort. Tout à fait. Et alors j'étais étonnée de cette décision assez drastique finalement, de démissionner, d'avoir rien derrière. Une fois que je l'ai prise, je l'ai vraiment prise en étant sûre de moi, mais j'ai vu les réactions des gens autour, et c'est amusant, beaucoup étaient très inquiets pour moi, financièrement notamment. Mais comment tu fais ça? Et après j'en ai vu quelques-uns aussi qui se sont dit, ah mais oui, mais en fait, oui, on n'est pas obligé de faire toujours, mais même maladie chronique ou pas, en fait c'est amusant. Certains disent, ah oui, et si je faisais autre chose, ou si je refaisais le point sur ce que je veux faire? Alors ça veut pas dire qu'il faut tout envoyer balader et que le salariat est mauvais, non, le salariat c'est merveilleux, ça donne une sécurité, une stabilité que j'aimerais mieux avoir au final au départ. De fait, comme tu dis, il y a une résilience, il y a une acceptation de ses limites, de voilà, en fait, avec cette maladie, je peux pas faire ça ou ça, qu'est-ce que je peux faire? De pas non plus déprimer dans son canapé, c'est pas l'idée. Et j'avoue que là, ça m'a redonné un élan de motivation, de plaisir, de se dire, en fait, je suis quand même capable de faire quelque chose. Alors que c'était un métier vocation, que je ne me voyais pas faire autre chose, et que je me suis battue pour y arriver finalement au début de ma maladie, au début du diagnostic en tout cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est une très bonne question. Que la maladie ne reprenne pas trop de terrain, quand même. Maintenant, j'ai accepté l'idée qu'elle sera là jusqu'à ma ménopause, probablement. Et que j'arrive à garder un bon équilibre. Quand je dis un bon équilibre, vie familiale, épanouissement personnel, développer un peu plus ma petite activité, pourquoi pas. Et j'aimerais beaucoup continuer à témoigner, à donner du courage quand même aux femmes qui souffrent de ça. Pourquoi pas ouvrir d'autres portes, et puis franchement, pourquoi pas un petit 3e maintenant? C'était la question que j'avais en tête. 3, 4, après faut que je puisse tenir, mais vraiment, pourquoi pas? En fait, j'en suis à me dire ça, j'ai le droit de rêver maintenant. Je ne m'attends à rien, mais j'ai le droit de rêver. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un projet qui vous anime encore. Oui, finalement. D'agrandir la famille. Et pourquoi pas? Mais c'est super. Ouais, je me sens même prête, en fait, si j'apprenais là, je me dis, waouh, ma petite a 14 mois, mais en fait, tant mieux, parce que, on est de moins en moins jeunes, et qu'en fait, c'est merveilleux. Ce serait merveilleux. Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer que tu aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent et qui viendraient d'apprendre qu'elles souffrent d'endométriose ou bien qu'elles suspectent? Des règles qui sont très douloureuses, il faut se dire que c'est pas normal. C'est pas forcément une endométriose, mais c'est pas normal. Ça, il faut vraiment se le dire, vous êtes pas folle. Ça peut faire un petit peu mal. C'est pas toujours confortable, mais ça doit pas faire très mal. Donc allez consulter. C'est aussi une question de durée. Oui. C'est-à-dire un petit peu mal le 1er ou le 2e jour de son cycle. Beaucoup de femmes le rencontrent. Des cycles qui durent très longtemps, qui sont douloureux. C'est l'intensité, c'est le temps, c'est un ensemble de choses. Tout à fait. Mais c'est important de dire que ce n'est pas normal, même si ce n'est pas l'endométriose. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que cette pathologie-là et qu'il peut y avoir des règles anormalement douloureuses sans être cette pathologie-là malgré tout.
Tout à fait. Et en plus, je vois que les médecins sont devenus méfiants parce qu'ils voient beaucoup de jeunes femmes qui maintenant disent « je pense que j'ai une endométriose ». Et ça, les médecins n'aiment pas du tout qu'on fasse le diagnostic à leur place. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les médecins, surtout s'il y en a qui écoutent, ne prenez pas mes critiques. Voilà, c'est une magnifique vocation, un métier incroyable, et heureusement qu'on a des médecins, c'est précieux. Vous avez tout mon soutien, mais attention un petit peu aux certitudes ou aux jugements, voilà. Après, c'est vrai qu'en tant que patiente, oui, il y a des choses qu'on peut pas forcément savoir, mais en revanche, une certitude, c'est que les patients connaissent leur corps, leurs symptômes, et si ça paraît anormal, il faut écouter le patient. Même si c'est pas une endométriose, une jeune fille ou une femme qui vous dit qu'elle a très très mal pendant ses règles, effectivement, et effectivement au-delà du premier, deuxième jour, mais voilà, même l'intensité déjà n'est pas normale. Si vous avez besoin de changer vos protections, serviettes, tampons, tout ça, hyper souvent aussi, c'est quand même un signe. C'est pas systématique, mais c'est quasi systématique quand même, les hémorragies dans cette maladie. Écoutez-vous, et puis faites-vous confiance, vraiment. Faites-vous confiance, et si une thérapeutique ne vous convient pas, si l'avis du médecin vous semble un peu brutal, prenez le temps de la réflexion, n'hésitez pas à demander un autre avis. Et entourez-vous de personnes qui ont éventuellement cette maladie, vraiment par les associations, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls dans cette galère, si on peut dire. Alors moi personnellement, je trouve que je veux pas m'identifier à une endo-girl, comme on entend beaucoup dire, c'est très mignon, c'est gentil, il y a peut-être une communauté. Personnellement, je suis Caroline, je ne suis pas une endo-girl, et j'ai cette maladie. Mais il y a toute autre chose dans ma vie, et je veux pas m'identifier à travers la maladie, même si c'est clair que c'est parfois difficile quand elle prend une telle ampleur. Toute notre vie est calée peut-être par rapport à ça, mais en fait, voilà, bon, ça c'est très personnel comme avis, mais voilà, oui, vous avez cette maladie, oui, c'est extrêmement handicapant, pénible, surtout faites-vous entourer, aider, mais ne vous identifiez pas que à travers la maladie, vous avez sûrement plein de belles choses à montrer, à partager, voilà. Il y a aussi un autre symptôme qui est assez typique de l'endométriose, dont on parle pas beaucoup parce que c'est assez personnel. Il peut y avoir des douleurs aussi dans l'intimité du couple. Et ça, c'est assez courant dans cette maladie-là, et ça peut entraîner du coup des difficultés pour un couple. C'est important, je pense, d'en parler pour que certains se sentent pas gênés. Ça fait partie malheureusement de la maladie, mais si on soigne un peu plus la douleur, peut-être que ça peut aussi participer au bien-être pour le couple. Oui, donc c'est important, je te remercie d'en parler. C'est vrai que c'est quelque chose qui touche vraiment du domaine de l'intime, mais qui peut non seulement permettre à poser le diagnostic plus rapidement, parce que ça fait un symptôme de plus que l'on peut évoquer, et que peut-être certaines jeunes filles, jeunes femmes n'oseront pas dire, parce que déjà il y a beaucoup de douleurs dans la sexualité qui pour les femmes malheureusement encore aujourd'hui paraissent normales, ou que les femmes vont accepter en se disant ça fait partie du lot peut-être, que je dois un petit peu souffrir, et donc c'est lever aussi le voile sur ce moment-là, ouvrir la parole sur ça, et puis ensuite ne pas le prendre comme une fatalité et en parler pour essayer et espérer avoir une sexualité plus épanouie à tout point de vue. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour la force de ton témoignage, et puis je suis sûre que ça va redonner de l'espoir à beaucoup de couples qui sont dans les affres de la PMA peut-être, ou dans des questionnements justement. Je mettrai les liens sur la naprotechnologie si ça peut aider certaines à ce que ça soit mieux connu, et toi la preuve, ça t'a aidé, donc pourquoi pas d'autres. Merci beaucoup Caroline, encore une fois, pour ta confiance et pour le temps que tu m'as donné. Je souhaite que ça puisse aider. À très bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura embarqué autant que moi dans le combat de Caroline contre l'endométriose, mais aussi dans ces 2 grossesses miraculeuses. Merci Caroline de m'avoir parlé avec autant de sincérité et d'authenticité de ton parcours. Merci pour ton témoignage si puissant, où l'espoir est partout et qui, je l'espère, en donnera à tous les couples qui vivent une histoire similaire à la tienne.